Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast de La Niche Aventure. Je suis Claire et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast. Dans la vie, je suis éducatrice comportementaliste canin et créatrice de contenu sur Internet et ma mission, c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien. Toutes les 2 semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées autour des divers sujets du monde canin. Mes invités viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Juste avant de lancer cet épisode, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à me soutenir financièrement sur Tipeee si vous le souhaitez, ou plus simplement à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préféré. Votre soutien m'aide énormément à faire connaître mon travail au plus grand nombre et je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous partager aujourd'hui ma conversation avec Amélie Kospérek. Amélie est éducatrice comportementaliste spécialisée dans l'accompagnement du chiot et du chien de famille et formatrice pour l'Humos Academy. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours avec 5 loulous et surtout, on démêle ensemble le vrai du faux au sujet de la socialisation du chiot. Quand on a un chiot, c'est la période où on entend tout et son contraire au sujet de son éducation et malheureusement, on passe parfois à côté d'informations fondamentales. Alors Amélie en a fait une mission de par son activité et nous livre ici tout ce qu'il faut savoir pour bien accompagner son chiot. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Amélie. Salut Amélie. Salut Claire. Tu vas bien ? Très bien, et toi ? Ça va, merci. Écoute, je suis ravie de t'accueillir sur La Niche. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Du coup, on va commencer par les présentations. Qui es-tu, Amélie ? Alors, donc, je m'appelle Amélie Kospérek. Je suis une Bretonne pure souche. Et donc, je suis éducatrice canin spécialisée dans l'accompagnement du chien de famille. Et puis, prochainement, je l'espère, aussi dans l'accompagnement du chien de sport. Ok, trop bien. Est-ce que tu peux nous présenter tes chiens ? T'en as plusieurs ? Oui, j'en ai plusieurs. Je ne sais pas quand est-ce que je vais m'arrêter. Donc, je vis avec 5 chiens. Donc, il y a la chienne de mon conjoint, Casu, qui est une croisée husky American Staff. Donc, c'est pour ça que c'est la chienne de mon conjoint. Je n'aurais pas pris un chien de ce type de croisement, même si j'adore les croisés, qui va sur ses 7 ans maintenant. J'ai Nemo, qui est mon chihuahua, mais qui est un très très grand chihuahua. Il fait 6,5 kg pour 30 cm au garrot. Et qui, lui, va sur ses 5 ans. Ensuite, j'ai Tilly, une femelle Whippet, qui, elle, va sur ses 4 ans. Ensuite, on a Shadok, qui va prendre 2 ans, là, le 14 novembre, qui est un border collie mâle. Et puis, enfin, la petite dernière, qui est arrivée il y a 2 semaines, un petit peu plus, qui s'appelle Pumpkin, qui est aussi une border collie, une petite femelle du coup. Voilà. Trop bien. La grande troupe pleine de diversité et super intéressante. C'est ça. Même si là, ça commence tout doucement à s'uniformiser quand même. On sent que le virus du border collie... Voilà. C'est ça. Un choix a été fait. Exactement. Ok. Une question que j'aime bien poser à tous mes invités pour comprendre un peu comment ils en arrivent là. C'était quoi ton expérience antérieure avec les chiens avant de les avoir, j'ai envie de dire, une fois adulte, une fois d'avoir tes chiens à toi ? Est-ce que tu as toujours grandi dans le monde animal avec des animaux ou c'est venu un peu plus sur le tard ? Alors, j'ai pas du tout grandi avec les animaux. Enfin, disons que mes parents sont vraiment pas animaux du tout. Mon père, il a peur des chiens en plus. Okay. Ma mère, elle aime bien les animaux, mais de loin, pas chez elle. Mais j'ai des parents exceptionnels. Je suis la seule de la famille. J'ai 2 frères qui sont pas du tout branchés animaux. Mais moi, j'avais vraiment le virus et ils m'ont donné l'opportunité en fait d'avoir quand même un chien très tôt. J'ai eu mon premier chien du coup qui est arrivé quand j'avais 8 ans. Qui a vécu 15 ans, donc qui m'a accompagnée vraiment sur tous mes passages, primaire, collège, lycée, et puis ensuite jusqu'à la fac et la fin de ma licence. Donc qui a débuté avec moi aussi ce passage vers la vie d'adulte. Et puis sinon, je côtoyais quand même des chiens en parallèle de mon chien qui était à la maison, parce que chez mes grands-parents, il y avait une ferme
juste à côté de chez eux, où il y avait des border collies, justement. Et donc, je passais mes week-ends voilà, avec ces chiens-là. Mais à la base, je suis plutôt une femme du cheval, on va dire. Okay. Puisque j'ai passé une très, très grande partie de ma vie avec les chevaux. Il n'y avait pas de chevaux non plus, on va dire, à la maison, même si, pareil, mes parents, en tant que parents exceptionnels, m'ont offert un cheval très, très jeune. Mais j'ai quitté le milieu il y a seulement 5 ans. Okay. Donc voilà. Ok, trop chouette. Et du coup, qu'est-ce qui t'a motivé donc, du coup, tu as eu ton chien à 8 ans, ce qui est hyper exceptionnel. Ouais. C'est chouette. Et est-ce que t'as enchaîné, du coup, après, t'as eu d'autres chiens qui sont arrivés une fois que t'as perdu ton premier, ou ça s'est enchaîné comment par la suite? Alors, Nemo est arrivé dans des circonstances un petit peu particulières. Donc, c'était mon deuxième chien. Parce que, en fait, donc, mon chien de 15 ans avait une super santé. Hein. Franchement, c'est un chien qui était très, très en forme. C'était un coton de Tuléar qui s'appelait Ucla. Je vivais à Angers à ce moment-là et je suis revenue vivre un petit peu chez mes parents juste avant de prendre mon appartement. Et je me suis dit, bon, allez, maintenant, ça serait bien que tu aies un peu aussi ton chien à toi. Et puis, c'était le moment où j'avais quitté le milieu du cheval. Donc, l'éducation canine m'intéressait beaucoup. Et du coup, je m'étais dit, ça serait bien que j'ai justement un chien avec qui je vais pouvoir découvrir un petit peu plus ça. Parce que même si mon chien de 15 ans était en forme, le pauvre mime, comme je l'appelais, il ne pouvait pas non plus me suivre éternellement partout. Et donc, j'ai vu une annonce de ce chihuahua qui cherchait une nouvelle famille qui avait 9 mois. Qui était martyrisé par des huskies dans son précédent foyer. Et j'ai craqué avec sa tronche pas possible. Et donc, Nemo est arrivé en fait le lendemain de la mort d'Ucla. Ouais. Puisqu'en fait, Ucla, il avait un souci de cœur depuis longtemps, hein, mais avec les médicaments, ça allait. Son insuffisance cardiaque se maintenait, on va dire, ça déclinait pas. Et en fait, du jour au lendemain, c'est un chien qui a vraiment décliné complètement. Et en l'amenant chez le vétérinaire, la veille du coup de l'arrivée de Nemo, la vétérinaire a été très franche avec nous et je la remercierai jamais assez en fait de nous avoir pour le coup accompagnés et d'avoir été honnête, parce qu'en réalité, on aurait pu continuer, faire une chirurgie, etc. Mais ça n'aurait servi à rien. Donc, j'ai pu dire au revoir à mon chien à ce moment-là. Et donc, Nemo est arrivé derrière. Donc, mon deuil a été un petit peu particulier. Wow, j'ai pas pu vraiment processer tout du long. Mais ça s'est aussi fait, du coup, en douceur. Il y avait aussi ce côté un petit peu héritage, transmission qui s'était faite naturellement. Et puis, surtout, 2 jours après l'arrivée de Nemo, en regardant un petit peu mieux ses papiers, parce que j'étais quand même... là, sans être là, on va dire, je me suis rendu compte qu'ils étaient nés le même jour. Donc, il y avait ce truc un petit peu incroyable. Et donc, voilà. Donc, il y a eu Nemo qui est arrivé à ce moment-là. Et puis, les autres se sont enchaînés, on va dire, plus tard. Comme les chips, je ne me suis plus jamais arrêtée. Ok. Trop bien. Et donc, du coup, oui, ils sont arrivés en plus de manière assez rapprochée pour la suite. Parce que du coup, donc, Nemo, t'as dit qu'il allait avoir 5 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, donc du coup, en 5 ans, on a presque un par an, quasiment. Ouais, alors, pas totalement, on va dire. Il y a Casu qui est arrivé quasiment quelques mois après Nemo, parce que avec mon conjoint, on s'est rencontrés dans un club canin. donc voilà, donc Casu est arrivé. Et après, c'était quasiment 1 an et demi, 2 ans, je crois, après qu'on se soit mis ensemble, que Tilly a fait son apparition. Tilly, pareil, donc là, je m'étais vraiment lancée dans mon projet d'éducation canine. Pour le coup, j'avais la volonté d'ouvrir ma boîte, qui à l'époque ne s'appelait pas du tout Lumos, qui s'appelait Game of Dogs. Et puis, en fait, là aussi, je voyais bien que... je voulais un grand chien, en fait. Je m'étais dit, c'est bon, là, t'es installée, t'es vraiment dans ta vie d'adulte, t'as une grande maison, ça serait cool que tu puisses un petit peu réaliser ce rêve. Et j'avais au fond de moi le rêve d'avoir mon chien de berger et plus spécifiquement mon border collie. Mais j'ai un conjoint qui était vraiment pas fan. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches sur le border et le golden retriever de lignée travail, que j'appréciais aussi beaucoup. Et puis, en fait, pareil, j'ai croisé la photo de Tilly en faisant des recherches. Et il s'avère que mon conjoint adore les whippets.
Et donc, on a craqué un petit peu tous les deux. Donc, je me suis dit, bon, tant pis. On recule encore la fameuse échéance de quand tu auras ton border. Ça sera pour plus tard. Et donc, elle a débarqué. Je suis allée la chercher à Nîmes parce que j'ai vraiment, pour le coup, craqué sur une photo. Ne faites jamais ça. Mais donc, voilà. Et donc, elle est arrivée. Et je pense que c'était le bon moment pour moi parce que... j'étais en plein syndrome Dunning-Kruger. Donc, j'étais persuadée de tout savoir sur le chien. Avec Nemo, ça se passait très bien. Donc, je me disais, je vais apprendre, ça y est, à tout le monde, ce que c'est l'éducation positive, parce que je venais un petit peu de découvrir ça aussi. Et je pense que, comme beaucoup, on a envie de t'en parler à tout le monde à ce moment-là et de les aider avec leur chien. Et puis, du coup, Tilly est arrivée et j'aime pas... Je suis pas... contre les clichés de rage, mais il y a quand même des choses qu'on retrouve quand même dans un standard et chez un type de chien. Et Tilly ne faisait pas exception à la règle. Hein. C'était une whippette très sensible, qui avait pas, on va dire, un will to please énorme. Donc faire des choses avec son humain, c'était cool 5 minutes, mais après, c'était quand même mieux de faire ses trucs de son côté. Et donc, c'est vrai que elle m'a énormément challengée et je me suis rendu compte que, ok, en fait, il va falloir que je trouve d'autres solutions parce que juste avoir des friandises dans une pochette, ça ne marche pas avec ce chien-là. Et donc, elle m'a appris énormément. Et puis, c'est à ce moment-là que que j'ai rencontré Camille Nguyen en stage. Enfin, Tilly n'était pas encore là. Je l'avais rencontrée quand j'avais Nemo, mais du coup, elle m'avait fait cette proposition de venir sur Lyon pour gérer son pôle d'éducation canine. Et elle gérait la partie sportive. Et puis, elle avait son projet avec la plateforme Muso Plus, etc. Donc, elle cherchait aussi quelqu'un pour gérer la partie community manager, etc. Et pour avoir une future instructrice aussi qui puisse proposer, par exemple, des cours sur les chiots. Et donc, du coup, quand je suis partie sur Lyon, j'avais aussi, du coup, un chihuahua et une toute jeune whippette dans mes bagages. Et donc, c'est vrai que les enseignements de Camille et des autres personnes que j'ai pu rencontrer pendant ces quelques mois sur Lyon m'ont permis de vraiment transformer ma vision du chien, de l'éducation canine. J'ai vraiment, je pense, fait un énorme bond dans ma pratique à ce moment-là. Et puis, avec le Covid, je suis revenue en Bretagne parce que je ne voulais pas passer cette période toute seule sur ma colline lyonnaise. Et je suis jamais repartie, en fait. J'ai pas réussi parce qu'à ce moment-là, avec mon conjoint, du coup, on vivait tous les deux notre relation à distance. Hein, il n'avait pas pu me suivre. Donc voilà, je suis jamais repartie. Et c'est là que j'ai décidé de lancer Lumos. Donc, nouveau nom d'entreprise parce que c'était une nouvelle direction aussi que je prenais. Et donc là, Tilly a continué de m'accompagner. Elle m'a fait découvrir aussi un tout petit peu les sports canins, mais c'était vraiment juste les prémices, quoi. Et puis après, il y a eu le fameux Shadok qui est enfin arrivé. Ok. Et du coup, Shadok, il t'a plutôt initié c'est lui qui t'a vraiment mis au sport canin, du coup, c'est ça? C'était le projet aussi avec Shadok? Exactement. Shadok, donc c'était l'aboutissement aussi d'un rêve quand même. Je pense que là, je me sentais vraiment prête à avoir mon border collie. Alors, je pense que où on peut tomber sur un border collie qui, pareil, va nous forcer, nous inciter à sortir de notre zone de confort parce qu'on va rencontrer des difficultés, ou je pense qu'au contraire, ce sont des chiens avec qui ça va matcher immédiatement et où presque... Je vais pas dire qu'on va trouver des voies faciles, mais ils peuvent aussi, au contraire, nous inciter à pas trop sortir de notre zone de confort, pour le coup. Et Shadok, il a été challengeant sur certaines choses, mais sur d'autres, il a quand même été très, très, très facile. Et donc, c'est vrai que je voulais absolument réaliser ce rêve du Border Collie. Et puis, parce que aussi, je voulais découvrir les sports canins. Tilly avait pu m'accompagner sur des formations, etc. Mais c'était pas forcément ce qui lui plaisait le plus. Et je voulais pas lui imposer ça non plus. C'est une chienne qui est très heureuse dans sa vie de chienne de compagnie et puis qui s'amuse de temps en temps à faire des choses avec moi. Mais voilà, moi je voulais vraiment débuter ça. Et il me fallait pour le coup quand même une race aussi qui soit polyvalente parce que je voulais tout faire. Et donc je voulais avoir un chien avec qui j'allais pouvoir justement tester pas mal de choses pour ensuite éventuellement un petit peu me dire ok, cette discipline c'est pas pour moi, je préfère celle-ci, je préfère celle-là.
Et donc, Shadok, le border était déjà tout choisi. Et Shadok, son éleveuse, je l'ai rencontrée grâce à Muso Plus, parce que c'est elle a donné un cours sur Muso Plus aussi, c'est Aline Robert. Et j'ai pu lui faire une entière confiance et ça a été une expérience incroyable de suivre ce chien ce chiot qui était né en Belgique et qui du coup est arrivé quelques mois après dans notre famille et où ça a de suite été tellement naturel en fait. C'est incroyable et je crois que c'était aussi un peu une bouffée d'oxygène pour moi parce que j'avais quand même pas mal galéré avec mes précédents chiens. Tilly, Nemo et Casus sont des chiens qui sont réactifs, congénères, voire Timmy un peu humain aussi. Donc là, de trouver ce chien si simple, où tout était smooth, ça coulait comme ça de source et qui est partant pour tout, qui a une énergie aussi débordante, qui m'a appris énormément de choses aussi sur justement les chiens high drive, comment on gère tout ça. C'était super. Et donc oui, lui, il m'a vraiment initiée au sport canin. Et donc maintenant, je sais à peu près dans quelle activité je veux me concentrer. Et il m'a initiée aussi à des sports que maintenant, je peux faire avec les autres. Donc c'est super chouette. Et puis après, il y a eu Pumpkin, là, qui est arrivé pour le coup, assez rapidement aussi, même pas 2 ans après Shadok, parce que le virus, je l'ai attrapé. Et que comme j'ai envie de faire beaucoup de sport canin, il y en a beaucoup qui me plaisent, à un moment, il faut aussi faire des choix. Le chien, il peut pas tout faire. Et je vois bien là qu'avec Shadok, on s'est essayé à plein de choses. Il a des prédispositions pour certaines. Dans d'autres, ça demandera peut-être un peu plus de travail. Et c'est pas que je suis une feignante, mais c'est juste que je trouve qu'il faut savoir où on investit son temps et son énergie avec un chien. Et donc voilà, moi mes chiens généralement ils ont 2 disciplines en fait dans lesquelles je travaille avec eux. Et donc comme je voulais découvrir d'autres choses, Pumpkin va normalement du coup me permettre de faire d'autres sports canins. Et j'ai aussi un petit projet d'élevage familial de border collie. Donc voilà, il devrait y avoir peut-être, j'espère que mon conjoint n'écoutera pas ce podcast, peut-être plus tard aussi, éventuellement une autre petite border, pour commencer mon tout petit projet d'élevage. Voilà. Waouh, trop cool. Et on fait un coucou à Kevin. Ok, ça marche. Du coup, pour revenir un peu sur ton parcours professionnel qui t'a amené jusque-là, est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus ? Tu as commencé dans quel domaine avant d'arriver sur le chien ? J'ai eu un parcours très éclectique. Moi, je voulais partir dans les chevaux dès le départ. Dès la 3e, j'avais dit à mes parents, okay, je vais être monitrice d'équitation. J'ai commencé l'équitation à 3 ans. On m'a mis les fesses sur le dos d'un poney très très tôt et ça m'a plus jamais quitté. Et en fait, du coup, mes parents m'ont dit non, passe ton bac. Je passe mon bac littéraire. Non, mais ça serait bien quand même que tu fasses une licence. Bon, je passe ma licence de lettres modernes. Non, mais ça serait quand même bien, peut-être un master. Et c'est bien qu'il m'ait quand même poussée aussi là-dedans parce que je pense que même mon approche de l'éducation canine, elle est différente aujourd'hui aussi grâce à ça. Et j'ai quand même continué les chevaux vraiment en parallèle parce que j'avais la chance aussi de pouvoir avoir mon cheval à moi et donc d'y être quotidiennement aux écuries. Après mon master, j'ai fait une année en art appliqué. Sur Rennes parce que je me disais j'aime bien le dessin, j'aime bien le graphisme, pourquoi pas, puis de toute manière il fallait entre guillemets un vrai métier pour mes parents et puis finalement ça n'a pas abouti, j'ai fait mon année et puis ça me plaisait pas plus que ça et donc ensuite j'ai fait un petit peu une année sabbatique où je travaillais à Ouest France qui est un quotidien dans l'ouest de la France pour le coup et donc je travaillais au service courrier à ce moment-là, donc je travaillais surtout en fait très très tôt le matin de 5h jusqu'à 11h midi je crois, un truc comme ça et en fait le reste du temps j'étais du coup aux écuries où je travaillais un petit peu en collaboration avec des gens qui faisaient du concours. Donc, je travaillais les chevaux pour les habituer justement à pas avoir peur de tel ou tel type d'obstacle. Je travaillais les jeunes chevaux, à résoudre aussi des problèmes de comportement
comportements, comment monter dans un vent, comment passer une embûche, etc. Et donc, j'avais prévu de partir en Suisse pour me former avec une professionnelle du milieu de l'équitation éthologique, comme on l'appelle. C'était l'approche Parelli pour les puristes, les connaisseurs. Les fameux... Et, voilà, c'est ça. Les chuchoteurs, entre guillemets. C'est ça. Et puis, en fait, je suis jamais partie parce que, je sais pas, j'ai pas réussi à sauter le pas. Je pense que j'étais aussi à un moment où je commençais à découvrir un petit peu d'autres choses sur les animaux et en particulier sur la manière dont ils apprennent et où je me suis rendu compte que, wow, mais il y a tellement un décalage, en tout cas dans le milieu du cheval, entre les sciences, l'éthologie, la vraie, ce qu'on connaît des comportements des chevaux et comment, du coup, on se fait comprendre et comment on les approche. Et heureusement, je trouvais qu'avec les chiens, il y avait ce truc où il y avait cette cohérence. On avait trouvé comment faire. On avait trouvé comment ne pas forcément utiliser la peur ou la force pour créer une relation avec eux et obtenir finalement quand même ce qu'on voulait. Et donc, ça, j'ai trouvé ça génial. Et c'est pour ça que je me suis vraiment plongée ensuite dans le chien. Parce que ça rentrait en adéquation vraiment avec toutes mes valeurs et mon éthique. Ouais. Et donc, en parallèle, avant de lancer mon entreprise d'éducation canine, j'ai fait prof remplaçante dans des collèges et des lycées. Et puis, un jour, j'ai dit OK, je vais me lancer. Et puis, j'ai quasiment pas eu le temps de faire grand-chose. Hein. J'ai même pas eu le temps de donner des premiers cours en Bretagne parce que j'ai rencontré du coup Camille Nguyen sur un stage et elle m'a fait cette proposition en or que immédiatement j'ai acceptée et qui m'a permis justement de commencer en étant quand même accompagnée et sur une structure qui était déjà en place. Donc, c'était beaucoup plus facile de moi me concentrer sur l'enseignement, les techniques d'entraînement, etc. quoi. Ça me permettait d'y aller un petit peu plus en douceur. Donc, voilà comment j'en suis là maintenant. Ok, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on voit que la partie comportement et même pédagogie, même si ton expérience n'a pas été très longue, mais en tant que prof, c'est quand même cohérent dans cette histoire. Oui, il y a un peu ça. Il y a quand même un fil conducteur. C'est ça. Et puis, effectivement, la transmission, même dans les chevaux, c'était pareil. Je ne travaillais pas que les chevaux. J'adorais travailler vraiment avec l'humain, lui faire mieux comprendre son cheval, etc. quoi. Donc, il y avait vraiment cette démarche-là. Effectivement. Ok. Trop cool, trop intéressant. Bon, du coup, pour changer un peu de sujet et rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, je voulais qu'on parle de show. Oui. C'est très étonnant. Surprise. Surprise. De show et plus particulièrement de cette période dont on parle tant, qui est la période de socialisation, dont j'ai pu parler un peu cette année avec l'arrivée de ma petite Siobhan aussi ces derniers mois. Pour rentrer un peu cash dans le sujet, comment est-ce que tu pourrais définir cette notion de socialisation ? Je vous ai retrouvé déjà la définition que donne le dictionnaire. Comme ça, au moins, on ne part pas de n'importe où. Et puis, ça permet de savoir un petit peu surtout comment l'imaginaire collectif... tout le monde peut un petit peu envisager quelle définition on met sur ce terme-là. Donc, c'est exposer un jeune animal domestique, comme un chaton ou un chiot, à une variété de personnes, d'animaux et de situations pour minimiser la peur et l'agressivité et promouvoir la convivialité. Moi, je la trouve plutôt pas mal, la définition, en vrai, parce que le mot-clé, c'est quand même exposer. Et effectivement, on verra peut-être un peu plus tard pourquoi il faut différencier l'exposition de l'interaction. Mais bon, ça nous dit ce que c'est, mais ça nous dit pas vraiment comment faire. Et ça nous dit pas non plus qu'est-ce qui se passe réellement dans la tête d'un jeune chien à ce moment-là, surtout d'un chiot plutôt. Donc, déjà, en fait, pour moi, c'est pas pour moi, tous les animaux, ils doivent former leur cerveau pour survivre. Et pour survivre de manière appropriée à leur environnement, à l'environnement dans lequel ils sont. Mais à l'âge adulte, ce cerveau, il va pas pouvoir sans cesse se réévaluer pour s'adapter à toutes les situations. Parce que sinon, le chien, il n'en finit pas, en fait. Donc, ce qui se passe dans le cerveau d'un chiot à ce moment-là, au tout début, c'est qu'il y a la majorité de ces neurones qui sont en train de se développer avant la naissance. Et une fois la naissance faite, eh bien, il y a des connexions entre ces neurones qui vont se faire grâce aux synapses. Et les premières semaines de vie, il y a une vraie plasticité au niveau de ce cerveau, mais qui va, au fur et à mesure, commencer à s'amoindrir. Et on va dire que c'est pas que le cerveau il est totalement formé à 4 mois, mais
4 mois dépassés, quand même, il y a des connexions qui ont été faites. Et donc, en fait, ce qui se passe pendant la période de socialisation, c'est que le chiot, il ne va pas garder la totalité de la somme phénoménale de synapses. Ça serait juste pas possible. En fait, il va faire le ménage, il va commencer à faire le tri, et donc il va conserver que les connexions qui ont été le plus souvent utilisées. Donc, ces connexions-là, malheureusement, elles ne correspondent pas forcément aux meilleures expériences. Elles correspondent seulement à celles qui ont été les plus fréquentes. D'où l'importance, pour le coup, d'essayer de faire en sorte que le chiot il vive le maximum de bonnes expériences et pas le maximum d'expériences tout court. Parce que si on a des mauvaises expériences là-dedans, et plus de mauvaises expériences même que de bonnes, c'est quand même ces connexions qui auront été faites. Et comme j'aime bien le dire, on n'a qu'une chance de faire une première bonne impression. Donc voilà, il faut faire en sorte que ça soit la bonne. Donc voilà, c'est un peu ça qui se passe pendant cette période dans le cerveau d'un chien. Et donc effectivement, derrière, il faut essayer d'accompagner le chiot pour qu'il puisse envisager son environnement de la meilleure des manières. Et il y a plusieurs façons de le faire, mais j'imagine qu'on va en parler un petit peu plus en détail. Ouais, carrément. Ok, déjà merci beaucoup pour cette définition. Je trouve ça hyper important effectivement de distinguer, pas faire des expériences pour faire des expériences, mais plutôt se centraliser sur faire des bonnes expériences. Et du coup, pour revenir un peu sur effectivement comment on s'y prend concrètement, ça se traduit par quoi la socialisation, comment tu pourrais nous illustrer ça? Alors déjà, j'ai tendance à dire beaucoup à mes élèves, que ce soit des professionnels qui sont en formation ou à mes propres clients, c'est de leur dire qu'il faut qu'ils s'enlèvent de la tête que la socialisation, elle doit se passer d'une certaine manière. Parce que ça, c'est une réalité qui est totalement ridicule. La socialisation, c'est pas un four dans lequel on va mettre le chiot et puis à la fin de celle-ci, hop, on le ressort. Ah super, il est bien cuit, top. Non, en fait, c'est pas ça du tout. Parce que la socialisation d'un chiot et sa manière d'appréhender justement son environnement, elle va aussi être la conséquence de plein de facteurs. Donc, que ça soit sa génétique, ses premières expériences qu'il a vécues à l'élevage, mais aussi peut-être sa santé. Un chiot qui n'est pas bien dans son corps, ça va être difficile pour lui de percevoir son environnement de la bonne manière. Donc, tout ça, ça peut jouer dans la manière dont la socialisation, elle va se passer. Donc, ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'un processus similaire pour tout le monde. C'est exactement comme pour l'école. On voit que même si on a le même enseignant, le message ne va pas passer de la même manière pour tout le monde. Pareil. Voilà. Ouais. Et c'est un peu le problème qu'on rencontre à l'école d'ailleurs, c'est qu'on veut souvent nous faire rentrer un petit peu dans un moule. Et on voit même que dans une famille, où pourtant il y a une génétique qui est commune, normalement une éducation qui a été un peu similaire, en réalité, là encore, on va quand même devoir s'adapter à l'individu. Donc il faut vraiment chercher à customiser un peu ce processus. Et du coup, ça veut dire que Morissette, par exemple, qui est un chiot, elle va pas du tout socialiser son chiot comme celui de Raymond, parce qu'elle va pas avoir peut-être déjà le même environnement dans lequel va vivre le chiot au quotidien, qui est similaire à celui de Raymond. Et puis surtout, ce qu'elle va vouloir faire avec ce chiot ne va pas être du tout ce que lui, Raymond, il va vouloir pratiquer et vivre dans l'avenir avec son chiot. Donc c'est pour ça que moi souvent je parle, mais ça pour tout, pas que pour la socialisation, même quand on veut apprendre un truc simple à son chien, d'avoir une image finale, d'avoir un petit peu le tableau final et de se dire je vais en réalité partir de là pour créer toutes les petites étapes qui vont amener justement mon chiot jusqu'à mon tableau final. Donc c'est vrai que dans la socialisation, souvent, quand on fait des recherches sur Internet, on nous propose des listes qui sont un petit peu toutes faites déjà. Et on se dit, ah ok, donc il faut que mon chiot, il ait rencontré tel et tel type de personnes, il faut qu'il soit allé dans tel et tel type d'endroit. Moi, je dis pas qu'il faut jeter les listes totalement à la poubelle, mais j'aime bien utiliser, pour ceux qui connaissent un peu Pirates des Caraïbes, la phrase de Barbossa, quand il parle du code des pirates, en fait, c'est un peu la même chose. Les listes, ça doit nous servir de guide général plutôt qu'être un véritable règlement à suivre à la lettre. Donc, on peut s'en inspirer en se disant, ok, moi, voilà ma vie future. Je fais une liste de toutes les situations que mon chien il va pouvoir être amené à rencontrer plus tard. Donc, par exemple, si je pars en voyage en camping-car,
ok, camping-car, je note camping-car. Si au contraire, je passe des vacances souvent où je fais des formations, où mon chiot il va devoir être dans des hôtels, pareil. Si c'est un chiot de sport, il va peut-être devoir être en concours ou accepter de rester dans la caisse ou dans la voiture X temps, en tout cas beaucoup plus qu'un chien qui va jamais aller peut-être en concours. Si j'ai un chien qui nécessite un toilettage régulier et donc que je vais amener chez le toiletteur, c'est pareil en fait. Là, il va falloir que je l'habitue beaucoup plus aux manipulations qu'un autre chien, ou en tout cas à des manipulations différentes. Donc on voit que là, nos curseurs, en termes des apprentissages communs qu'on a chez tous les chiots, que ce soit la solitude, les manipulations, la patience, le calme, etc., ils vont pas être les mêmes en fait. On va pas les pousser de la même manière en fonction justement de notre image finale et de ce qu'on veut faire vivre aux chiens dans le futur. Et ça, c'est hyper important à prendre en compte parce que souvent, ce qui se passe avec les gens, c'est que tant que le chiot, il est bébé, c'est pas qu'on met notre vie en pause, mais presque en fait. On prend aussi un peu un congé parental et donc on fait plus rien. Et le souci, c'est que le chiot, ça y est, il arrive à 5-6 mois et là on se dit « Ok chérie, prenons la caravane et puis allons nous faire un petit road trip dans la région. » Et sauf que le chiot, on l'a jamais habitué à ça. Et le chiot, il a eu l'habitude de quand il va dans une voiture, il va d'un point A à un point B, il va pas patienter et c'est vraiment même on ouvre la porte de la voiture et bim, on part en balade, on part se promener. Alors que là, dans la caravane, peut-être qu'il va devoir rester dedans pendant que nous, on est à l'extérieur. Peut-être que quand on va le faire sortir de la caravane, en réalité, c'est pour pique-niquer, on s'est vraiment arrêté. Donc, on va rester là avant peut-être d'aller se promener. Et donc, tout ça, il faut l'apprendre avant. Et c'est beaucoup plus facile de l'apprendre à un chiot qui a moins de 5 mois qu'un chiot qui a 5 mois, pour qui le monde autour, c'est Disneyland, il a trop envie de faire des trucs, il a beaucoup d'énergie, etc., quoi. Donc, c'est ça aussi l'idée de la socialisation, c'est de se dire... Il faut profiter pour le coup de ce passage, La socialisation, ça reste un processus, comme je disais, qui continue tout au long de la vie, mais c'est plus facile d'appréhender certaines choses quand le chiot est petit que quand il commence à un petit peu entrer dans la phase adolescente, quoi. Ok, donc j'aime beaucoup cette idée de, effectivement... globalement, tu nous en parles beaucoup dans la formation d'avoir son tableau final. Et ça, c'est vraiment une méthodologie que j'ai bien adoptée et qui m'a beaucoup parlé quand on a parlé la première fois, d'avoir ce tableau final et finalement de personnaliser en fait les choses en fonction des besoins du quotidien que le chiot va vivre. Et effectivement, ça paraît... évident quand on l'entend, mais pas tant que ça avant. Donc, je trouve ça vraiment très intéressant comme façon de voir les choses. Globalement, dans l'idée de la socialisation, il y a aussi une histoire de confiance qu'on va permettre au chien de développer, à la fois en lui et en nous. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce paramètre-là ? Ouais, moi j'aime bien, si je dois un peu classer les choses, on va dire, j'aime bien me dire, ok, j'ai 2 grands axes à travailler avec mon chiot pendant ses premiers mois de vie. Qui sont effectivement la confiance du chiot en lui et la confiance du chiot en moi. Donc, ce que j'entends par la confiance du chiot en lui, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure avec cette idée de santé. Déjà, il faut que le chien il soit bien dans ses pattes. Donc, ça passe aussi par l'étude de son alimentation. Des fois, on change la marque de la nourriture, mais on n'a plus du tout le même chien. Donc, mais ça, on peut aller un petit peu plus loin, surtout que maintenant, on a quand même accès à beaucoup plus de données sur justement comment faire pour que le chien il soit mieux dans son corps. Et donc, on ne va pas faire un programme de renforcement musculaire avec un chiot, mais déjà rien que la proprioception, en fait, se dire, ok, comment je peux aider mon chien justement à commencer à être plus à l'aise dans ses pattes parce qu'il va mieux maîtriser sa coordination, son équilibre, forcément que ça va l'aider aussi derrière dans la manière dont il va appréhender son environnement. Donc faire des petites sessions où, par exemple, on met des cavaletti au sol, un peu comme si on avait lâché des Mikado par terre, le faire passer sur différentes surfaces. Donc là, par contre, il y a des règles vraiment qui sont à suivre en termes de stabilité. Ça sert à rien d'acheter des cacahuètes gonflables géantes ou de vouloir faire passer son chien sur plein d'objets différents. Il faut que ça soit stable, il faut que ça soit non glissant et surtout, il ne faut pas non plus leurrer le chiot. Ça, c'est marrant parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en école du chiot. On a plein de petits agrès et puis on propose aux élèves de pointer une friandise sous le nez de leur chiot et puis de leur demander justement de passer sur les différentes surfaces. Et donc, c'est pas que c'est pas bien,
mais c'est que c'est un exercice de niveau hyper avancé en fait. Parce que si par exemple je te demande de monter un escalier, bon, et que tu peux faire ce que tu veux, bah, tu vas regarder, surtout si tu connais pas cet escalier et tout, bah, peut-être un petit peu où tu mets tes pieds. Mais si je te demande de le faire en tongs, et en regardant, en fixant exclusivement une petite lumière que je pointerai, bah, ça va être un petit peu plus galère pour toi. Ça va te demander en vrai un niveau de conscience qui est beaucoup plus important. Donc ce qui est vraiment hyper important, vraiment essentiel, mais ça c'est pour tous les aspects de la vie d'un chiot, c'est d'aller à son rythme en fait. Donc de le laisser découvrir les choses. Donc, une fois qu'on a un chiot qui est bien dans ses pattes, enfin, ça se travaille tout au long de sa vie, hein, mais voilà, faire des petites sessions comme ça régulièrement, moi j'en fais 2 à 3 fois par semaine, par exemple, là, avec Pumpkin en ce moment. Et ben ensuite, c'est l'aider aussi à faire face à son environnement. Donc, dans l'environnement, il y a des textures, là aussi, qui sont différentes, mais il y a aussi des sons, il y a des stimulus. Alors, je ne fais pas rentrer dans l'environnement les congénères et les humains, mais ça peut être des voitures, des caddies, des poussettes, des choses qui roulent. Et donc, comment moi je traduis en tout cas le fait d'être à l'aise, c'est que je vais avoir un chiot qui va être ou en mesure d'ignorer, ou en mesure de regarder, mais en restant calme. Donc, en essayant pas de fuir, en restant vraiment sur son tapis à observer. Et puis, en dernier, c'est savoir communiquer, parce qu'un chiot qui a confiance en lui, normalement, il va savoir comment interagir justement avec les autres, donc avec ses congénères. Et donc, avec ses congénères, il va falloir qu'il apprenne à dire bonjour, dire au revoir, et apprendre à jouer aussi, si on les laisse interagir pour le coup. Moi, je suis là, quand j'observe, quand j'analyse une interaction canine et que je la supervise, parce que je la supervise toujours. Faut se dire, les chiens, c'est même adultes, hein, c'est des enfants de 3 ans en termes de capacité intellectuelle, émotionnelle. Est-ce qu'on laisse des enfants de 3 ans se débrouiller et jouer ensemble ? Bon, je ne crois pas. Je suis pas parent, mais en tout cas, voilà, moi, c'est pas ce que je ferais. Donc, j'observe s'il y a les 4 C. Donc, c'est la notion de consentement. Est-ce que chaque chien est d'accord pour jouer ? Et puis, des fois, il faut faire des pauses. Les inciter à leur faire des pauses, ça peut nous permettre de voir est-ce qu'ils étaient vraiment tous les deux d'accord ou qu'il y en a un qui subissait un peu le truc. Parce que des fois, on se dit, non, mais il va dire non à un moment. On peut se regarder, nous aussi, en tant qu'humains. Il y a des gens qui ont plus de mal à dire stop, non, parce qu'ils sont un peu inhibés ou en état de choc. C'est pareil pour les chiens, en fait. Ensuite, il faut voir s'il y a un changement d'activité. Donc, par exemple, ils se poursuivent et puis ensuite, ils font une pause. Et puis ensuite, je sais pas, ils sont au sol en train de simuler une bagarre, etc. Est-ce qu'il y a un changement de rôle ? Alors ça, c'est pas toujours le cas et c'est pas gravissime, mais c'est pas que c'est mieux, mais voilà, chez certains chiens, je vais vraiment faire attention à ce qu'il y ait un changement de rôle, surtout quand il y a un rapport poids-taille qui est très différent entre les individus. Oui. Donc, changement de rôle, c'est est-ce que c'est toujours le même qui poursuit ou est-ce que c'est toujours le même qui est poursuit ? Et en particulier pour des chiens aussi qui vont avoir des patrons moteurs, genre un whippet qui va poursuivre un Yorkshire. Bon, ça, je vais peut-être pas forcément l'accepter en réalité parce que je veux pas qu'après mon chien il généralise ce comportement à plein d'autres chiens et qu'il nourrisse peut-être quelque chose qu'il va vouloir faire mais qui, moi, dans certaines situations, va pas me rendre service, ni aux autres chiens d'ailleurs. Ce qui veut pas dire que j'autoriserai pas ce chien à faire ce comportement, mais dans un contexte très prédéfini et pas avec un autre chien, mais avec un jouet plutôt, quoi. Et puis le dernier, c'est la coopération. Donc c'est ce que j'entends par là, c'est le fait que le chien il soit capable de s'auto-handicaper. Moi, quand je regarde Pumpkin et Shadok jouer, ils se mettent constamment à sa hauteur, en fait. Il est vraiment genre « Ah, t'es trop fort. Oh là là, je suis petit aussi. » Donc ça, c'est hyper important quand on a des bébés et puis surtout quand on a des chiens qui font vraiment pas la même taille, pas le même poids. Et donc, il va y avoir aussi ces notions de politesse, donc dire bonjour ou au revoir. Moi, j'aurais même tendance à dire ignorer quand on a d'autres animaux. Et puis que les choix de notre chiot, ils soient respectés. Parce que la communication, elle va dans les deux sens. Donc, pour qu'il prenne confiance en lui, il faut justement qu'on lui présente aussi des individus qui vont être en mesure de l'ignorer et ou vont être en mesure de lui dire bonjour et au revoir poliment et de jouer avec lui
poliment. Parce que s'il n'y a pas ça, forcément, il va perdre confiance en lui. Et c'est là qu'on rend des chiots qui, au début, étaient complètement OK avec les individus qu'ils rencontraient, un petit peu méfiants, voire après agressifs, quoi, finalement. Et on crée des futurs chiens un peu réactifs sans le vouloir, quoi. Ouais. Donc voilà, ça, c'est pour la confiance du chiot en lui. Et puis ensuite, il y a la confiance en nous, parce que on est quand même censé être une équipe, un binôme, un couple, on appelle ça comme on veut. Et donc, le premier point qui est important pour moi, c'est de prendre de la valeur. Parce qu'en fait, alors au début, on a un peu de valeur pour le chiot quand même, parce que il quitte son élevage, il se retrouve un peu tout seul avec des humains qu'il connaît pas. Donc, forcément, on devient un peu, entre guillemets, ses référents, quoi. Mais pour certains chiots, ça peut vite disparaître. Et puis alors, surtout si on a un foyer multi-chien, toi, du coup, tu l'as vécu aussi. L'autre chien a beaucoup plus de valeur que nous. Moi, je suis en plein dedans avec Pumpkin. Elle n'a Dieu que pour son frère Border Collie. Donc, c'est important quand même que nous, en tant qu'humains, on prenne de la valeur, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir réellement créer une relation. Et comment on peut prendre de la valeur ? C'est en faisant des investissements, en fait, avec notre chien. Notre chien, il a un compte en banque. Et l'idée, c'est d'investir au maximum et d'essayer de retirer le moins possible, parce qu'on sait qu'il va y avoir des retraits qui seront peut-être pas de notre fait, en plus, parce qu'il y a toujours des accidents qui arrivent, des choses qu'on n'avait pas prévues. Mais du coup, il faut quand même qu'on ait... justement, un compte qui ne soit pas dans le rouge. Donc pour ça, il faut investir au maximum. Et donc, comment on peut prendre de la valeur ? C'est en apprenant à connaître notre chiot sur ce qu'il aime, par exemple, comme friandise, ce qu'il aime comme jouet et ce qu'il aime comme manière dont on lui délivre tout ça. Parce que souvent, on pense, la friandise, on la donne dans la gueule, ou au sol éventuellement, ou le jouet, on le présente de telle manière, alors que en réalité, chaque chien a un peu ses spécificités. Et puis, on peut se rendre compte que des fois, même ce qui va... prendre presque plus de valeur, c'est la manière dont on va faire les choses, plus que ce qu'on va leur donner en tant que ressource, primaire. Donc ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, va falloir s'engager, chercher à ce que le chiot s'engage avec nous. Et donc, ce que j'entends par là, c'est d'apprendre à apprendre, et dans les deux cas. Donc, nous, on apprenne comment on peut apprendre telle chose à notre chien. Donc, c'est comment on va maîtriser, pour le coup, des techniques d'entraînement. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac+5, mais l'idée, c'est comment on apprend à leurrer notre chiot, comment on fait face aussi aux erreurs, qu'est-ce qu'on peut faire, combien de répétitions on fait, ça va dépendre pareil des chiens. Et puis, il faut que le chiot, lui, il apprenne à apprendre. Parce qu'au début, le chiot, il voit une friandise ou il voit un jouet qui lui est donné après un comportement, il n'est peut-être pas en mesure de faire tout de suite le lien. Donc, il faut qu'on commence à mobiliser tout ça et à ce que ça finisse par faire sens pour lui. Et puis, coup de bol, on a la science qui est derrière nous. Le conditionnement opérant, il se fait rapidement quand même. Mais il ne faut pas oublier cette étape, quoi. Parce que souvent, on se dit, le chiot, forcément, il comprend ce qu'on veut lui dire et lui inculquer. Et si c'était aussi simple, déjà, ça serait moins fun. Mais voilà, c'est pas comme ça que ça se passe. Et puis, en dernier point, on a de nouveau la communication. Donc, savoir communiquer avec nous pour qu'ils prennent confiance en nous. Donc, moi, je pars du principe que plus le chien, il peut anticiper ce qui va se passer, et donc qui comprend les règles, moins il va y avoir de stress, moins il va y avoir de frustration. Donc, ça veut dire que on a mis en place une communication où le chien, on sait comment l'interrompre sans lui faire peur ou mal, que le chien, il comprend aussi un peu les temps off, qui comprend quand est-ce qu'on est en train d'interagir avec lui, quand est-ce qu'on est en train de faire autre chose, et que donc là, il faut qu'il s'occupe, lui, tout seul de son côté. Et puis comment apprendre à être poli, de manière générale. Donc ça, c'est... Toutes ces règles-là, elles sont... De nouveau, il n'y a pas un règlement où on doit dire « Ton chien n'est pas poli s'il ne s'assoit pas devant toi ». Non, en fait, on s'en fout, ça, Micheline. Si toi, t'es OK avec le fait que ton chiot te saute dessus, c'est OK. Maintenant, est-ce que tu seras OK dans toutes les situations et qu'il le fasse avec tout le monde ? Ah, peut-être pas. Donc là, peut-être qu'il faut changer un petit peu la règle. Mais moi, je vais certainement pas dire aux gens votre chien n'a pas le droit de monter sur le canapé ou autre. Ça, chacun fait bien comme il veut. Mais il faut juste garder de la cohérence. Donc, c'est quoi les règles de la maison ? Comment on apprend à être poli ? Et inversement, comme d'habitude, ça va dans les deux sens. Pour que le chien ait confiance en nous, nous, il faut qu'on respecte ses choix.
Donc, quand il n'a pas envie de jouer, il n'a pas envie de jouer. Quand il n'a pas envie d'être touché, il n'a pas envie d'être touché. Et accepter, faire des tests de consentement, faire exactement tout ce que j'ai dit tout à l'heure avec les autres chiens. Les 4C, ça peut quasiment presque s'appliquer aux relations qu'on entretient, aux rapports qu'on entretient avec lui. Et le plus dur, je pense, c'est savoir être son avocat quand on est à l'extérieur de la maison. Donc, savoir dire non aux autres. Non, c'est pas possible. Ou, cette situation, ça sent très mauvais, là. Il faut que je m'en aille. Il faut que je prenne mon chien. Il faut que je sorte de là, en fait. Et ça, c'est vrai que ça peut être difficile, surtout quand on est face, par exemple, à un vétérinaire ou même à un autre éducateur canin. Et que là, l'éducateur canin nous propose un truc où on n'est pas trop OK. En fait, on a le droit de dire non de nouveau. Notre chien, il ne va pas pouvoir dire non à notre place. Donc là, il faut absolument qu'on sache prendre les bonnes décisions pour lui. Et accepter aussi qu'on va se planter et que c'est OK et que des mauvaises expériences, il va en vivre. Le tout, c'est d'en être conscient et puis d'essayer de faire en sorte que ça se reproduise pas, quoi. Donc voilà à peu près, je pense, ce que je peux dire sur les notions de confiance. Ouais, merci beaucoup. Déjà, c'est hyper complet. Je pense qu'il y a tellement à dire sur chaque point qu'on pourrait rester des heures sur le sujet. Mais non, c'est hyper complet, hyper intéressant. Et je trouve que synthétiser de cette manière, moi, ça me parle beaucoup. J'aime beaucoup cette présentation que tu nous fais là. Donc, merci beaucoup pour ça. On avait pensé à faire des espèces de mythes ou réalités, bonnes ou mauvaises idées par rapport à des choses qu'on entend souvent. J'avais bien envie de continuer cet épisode comme ça parce qu'on entend beaucoup de choses au sujet du chiot. Généralement, c'est aussi la période où on se renseigne le plus, où on veut accumuler un maximum de connaissances pour tout bien faire comme il faut avec notre chiot. Et malheureusement, si c'était aussi simple que ça et aussi facile d'accès que ça se saurait. On ne serait pas là aujourd'hui. Donc du coup, je me disais que ça pouvait être cool de faire un petit mythe ou réalité. Le premier point que je voulais aborder avec toi, c'était sur cette fameuse fenêtre de socialisation. Est-ce que on entend souvent que c'est de temps à temps et qu'après les 4 mois, le chiot est hors de sa période de socialisation, il y a plus rien à faire. On entend des fois 1 an, on entend des fois plusieurs durées. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette fenêtre finalement sur laquelle il faudrait un peu tout miser? Je pense que c'est vraiment le terme. C'est ce qu'on entend le plus souvent, c'est il faut tout miser, il faut tout faire à ce moment-là. Après c'est fini, après c'est mort. Moi, je pense que la première chose, c'est il faut pas se mettre la pression parce que le chien, comme n'importe quel être vivant, il est toujours en train d'apprendre. Donc même s'il a dépassé cette phase au pire, il continuera d'apprendre derrière. Et heureusement pour nous, parce que si ça s'est mal passé petit, des fois ça arrive parce qu'on ne connaît pas, donc on ne sait pas comment mieux faire en fait. C'est même pas un manque d'investissement, c'est juste que, comme tu le disais, il y a tellement plein d'informations différentes tout le temps que des fois c'est difficile en tant que néophyte en tout cas de savoir faire le tri. Donc, la socialisation, il faut garder en tête que ça reste un processus vraiment constant. On apprend, même nous en tant qu'humains, constamment à s'adapter à notre environnement en fonction des expériences qu'on fait. Pour un chiot, et donc un futur chien adulte, ça sera le cas aussi. C'est simplement qu'avec les chiots, comme je disais tout à l'heure, c'est plus facile à mettre en place à cette période, de comment il peut justement s'adapter à son environnement, de la manière qui nous convient. Pas qui convient, qui nous convient. Donc, plutôt que de parler de fenêtre, parce que je trouve que l'idée de fenêtre, c'est qu'à un moment, ça se ferme, moi, je parlerais plutôt d'une période sensible, mais qui n'a pas de fenêtre, en fait. Elle peut être prête à s'ouvrir comme à se fermer, un peu, pas à tout moment, mais en plus, souvent, il va y avoir des phases. Moi, j'ai beaucoup de clients qui me rappellent... quand le chiot il va sur c'est entre 6 et 8 mois où là ils me disent oh là là mais il a de nouveau des peurs, on comprend pas, qu'est-ce qui se passe, c'est une autre période sensible qui apparaît et c'est pas dramatique. Donc en fait ce qui se passe pendant cette période sensible, c'est juste que c'est justement une phase où le chien il va être un peu plus sensible à ce qui l'entoure. Donc par exemple s'il y a un bruit fort qui survient, ce bruit, pour le chiot, il va être considéré comme beaucoup plus punitif que si ce bruit il était apparu à un autre moment qu'à cette phase-là. Et donc effectivement,
avant les 12 semaines, généralement, les chiots ont tendance à être un petit peu plus sensibles à leur environnement et à ce qui se passe autour d'eux. Et donc, c'est ce qui va vraiment être important à cette période-là. Mais voilà, j'ai dit 12 semaines, ça peut s'étendre un petit peu plus aussi pour certains chiots. Donc, ce qu'il faut juste garder en tête, c'est l'importance de ne pas bousculer trop leur environnement à ce moment-là. Et donc, c'est presque paradoxal parce que c'est souvent... Ça rentre complètement en contradiction avec ce qu'on entend constamment, qui est que vite la fenêtre, elle va se fermer, faut tout faire, faut lui montrer plein de choses et tout. Non, pas forcément en fait. Ce qui veut pas dire qu'il faut rien lui montrer, mais si on repense à tout ce dont on parlait tout à l'heure avec les synapses, les connexions, c'est les connexions les plus fréquentes qu'il va garder. Donc ça sert à rien d'en faire des quantités astronomiques. Il faut viser vraiment la qualité pour que quand le chiot va faire le ménage, il s'avère que les expériences les plus nombreuses qu'il aura faites, c'était des expériences positives. Mais après, positive ne veut pas non plus dire, ça on va peut-être en parler tout à l'heure, mais ne veut pas non plus dire c'est Disneyland Paris, c'est soirée mousse. Non, franchement, ça peut aussi être une expérience entre guillemets neutre. C'est-à-dire que ça va pas faire passer non plus le chien dans une émotion incroyablement positive. S'il y a trop d'excitation, en réalité, c'est que souvent, il y a quand même peut-être un petit peu de stress aussi. Donc, c'est juste essayer de trouver un équilibre. Voilà. Ok. C'est hyper intéressant, effectivement, de parler de période plus que de fenêtre. Je pense qu'effectivement, ça met moins de pression aussi, peut-être, parce que c'est plus flou et du coup, on peut plus suivre le flow que de se dire waouh, c'est maintenant, go. Et du coup, sur cette même veine, du coup, tu l'as cité un petit peu, mais généralement, sur cette période-là, on dit qu'il faut emmener son chien partout, il faut lui faire rencontrer tout le monde, etc. Qu'est-ce que tu... Bon, on commence à comprendre que c'est pas forcément systématique, mais qu'est-ce que tu penses de ça et qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet-là? Moi, du coup, j'ai tendance à dire que... En fait, moi, avec mes propres chiens, pas forcément, du coup, avec les chiens de mes clients, parce que ce que j'essaye de faire avec les chiens de mes clients, c'est au maximum de quand moi, je suis là, et donc que je peux les accompagner, de les mettre dans des situations réelles. Donc, ce qui ne veut pas dire que là, si vous êtes éducateur pro et que vous écoutez podcast et que vous avez un terrain, il faut vendre votre terrain, pas du tout. Mais c'est simplement que même sur votre terrain, du coup, il faut essayer de recréer un petit peu des situations que le chiot va pouvoir rencontrer. Parce que, comme on le disait depuis le début, la socialisation, elle se produit tout le temps. Mais il y a quand même, on va dire, des sorties, des expériences qu'on va vivre au chiot qui vont être plus stimulantes que d'autres. Donc moi, j'essaye au quotidien d'avoir, alors pas systématiquement une sortie entre guillemets sociale, où là, du coup, je vais amener mon chiot dans un environnement qui rentre un petit peu dans ma liste que j'ai fait au départ, que mon chiot va être amené à rencontrer plus tard. Mais j'essaye d'en faire... un jour sur 2. Si mon chien a rencontré un gros stress, j'aime bien faire une pause de 2 jours parce que le taux de cortisol dans le sang, on n'a pas d'études qui se soient fixées là-dessus, mais on sait que des fois ça met quand même, on est entre 24 et 72 heures à redescendre. Donc moi j'aime bien faire une petite pause parce que de nouveau, votre chiot va très certainement avoir peur à certains moments, c'est pas grave. C'est aussi ok. Ça fait partie de la vie. Ouais. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, j'ai un peu mes sorties, on va dire, sociales. Et j'ai tout le reste. Donc mes sorties plutôt je vais appeler ça décompression, on va dire, mais où là, je suis un peu dans mon environnement plus quotidien. Mais bon, moi, j'habite à la campagne, donc à part les chevreuils et les lièvres, c'est vraiment décompression pour le coup. Mais si on vit... Avant, je vivais en ville avec Shadok, quand j'ai eu Shadok. Je prenais vraiment la voiture pour aller en forêt, vraiment me promener aussi dans un environnement où on peut un petit peu respirer aussi et on peut faire un peu des trucs de chien pour le coup, de sentir des odeurs, d'aller creuser. Et puis ça permet aussi de faire des activités que j'appelle non structurées. Les activités structurées, c'est vraiment quand on cherche à ce que le chiot physiquement
pas nécessairement fasse un effort, mais où voilà, on a mis par exemple des embûches au sol, des cavaletti par terre, ça reste quand même une activité structurée parce qu'on a mis le chiot dans cet endroit-là. Une activité non structurée, c'est quand le chiot il peut vraiment en fait faire sa balade à son rythme, aller un petit peu où il veut. S'il veut sauter, il peut sauter. Et ça pareil, hein, c'est pas dramatique. Que votre chiot il court, il saute. Ce qui va être gênant, c'est qu'il fasse ses actions répétées et surtout que vous l'y incitiez. Alors bien sûr, il y a des chiots, typiquement ma petite border collie là, qui ont une énergie débordante et qui ont un petit peu du mal à savoir quand s'arrêter. C'est un peu comme les enfants, hein. Des fois ils sont crevés et c'est là où ils sont le plus haut en énergie, mais parce qu'en réalité ils n'en peuvent plus, ils sont au bout de leur vie, il faut leur dire stop, maintenant on va peut-être dormir, mais ils savent aussi quand même se dépenser. Et donc, il ne faut pas mettre le chiot dans du coton et se dire « Ah non, là, on a fait 15 minutes de balade sur le tableau que le vétérinaire il nous a donné, il nous a dit qu'à tel âge... » Non, en fait, ne suivez pas les tableaux de balade parce que sinon, vous allez mourir. Votre chiot va détruire votre maison. Donc, c'est aller à son rythme. Donc, voilà, c'est vraiment ça. Dans mes sorties Socia, c'est un peu moi qui impose le rythme, on va dire. Parce que je sais où on va aller, je sais où je vais confronter, quel type d'environnement, quel type de stimuli à mon chien. Alors que dans les balades de décompression, et donc mes sorties sociales, elles durent vraiment pas très longtemps. Et alors que mes sorties de décompression, mais des fois, moi, je fais des balades d'1 heure, avec un chiot qui a 12 semaines. Mais sauf que on va être sur un rythme hyper lent. On marche vraiment à 2 à l'heure. On fait des pauses. Et j'aime bien leur apprendre aussi à faire des pauses, surtout chez des chiens qui sont actifs, parce qu'un chien qui est actif, même tout bébé, il peut prendre cette habitude de se dire quand on sort de la voiture, on va d'un point A à un point B. Ouais, il n'y a pas de fatigue qui soit. Non, en fait. non. On peut aussi se poser parce que peut-être que plus tard, je voudrais pique-niquer ou me poser sur un banc. Ou si mon chien, il m'accompagne, je sais pas, dans des sorties avec d'autres chiens, il y a des moments où je vais expliquer les consignes, donc il faudra qu'il reste calme. Donc voilà, ça aussi je l'enseigne, mais voilà, le chiot, il peut quand même vaquer un petit peu plus à ses occupations, on va vraiment à son rythme. Donc emmener son chien partout, de nouveau, on se base sur sa liste, ça sert à rien d'aller au marché si votre chiot, vous allez jamais en fait aller au marché avec lui, c'est pas votre objectif de vie, et puis que en plus vous n'allez pas forcément croiser grand monde dans sa vie future, ou en tout cas si vous voulez profiter quand même du marché, pour lui montrer un maximum de monde, parce que vous vivez en campagne, dans le trou des fesses de la France, et donc c'est difficile en fait de prendre la voiture pour aller en ville et ça n'aurait pas trop de sens, ok, mais il y a aller au marché et aller au marché avec son chien, il y a vraiment le foutre au milieu du marché avec tous les gens qui vont vouloir le caresser et rester juste à l'extérieur à bonne distance pour qu'il voit quand même toutes ces personnes passer. Même chose pour le restaurant, il y a être en terrasse et laisser son chiot entre guillemets à découvert, parce que vraiment il y a ça aussi, les chiots sont un aimant à humain, donc tout le monde va vouloir le caresser et tout. Ça c'est un vrai sujet. Donc, vous pouvez amener sa petite niche. Vous pouvez utiliser une poussette. Moi, typiquement, j'utilise... Bon, ça, on en parlera tout à l'heure un petit peu, mais vos outils aussi. Vraiment, servez-vous de vos outils pour mettre votre chiot en sécurité, vous aussi, et pour que vous puissiez quand même rester toujours à son rythme, même si vous les emmenez dans des endroits qui sont un peu stimulants, mais qui, de nouveau, doivent être en tout cas cohérents avec ce qu'il rencontrera plus tard. Ça, c'est vraiment fondamental, quoi. Et avoir des sorties où, non, juste, en fait, on fait sa vie de chien, quoi. On se promène, et puis voilà. Ouais. Et ces sorties-là sont aussi hyper enrichissantes. Enfin, je vois, moi, on en a beaucoup fait, au final, peut-être plus que des sorties sociales, véritablement. Parce que Charlie avait besoin aussi de ces moments-là pour souffler. Et donc, du coup, ça faisait et puis moi aussi, donc ça faisait du bien à tout le monde. Mais finalement, elles sont aussi très instructrices, ces sorties-là aussi. Donc ouais, non, c'est chouette et c'est ultra complémentaire, je trouve. Ouais, et puis ça permet même de renforcer la relation avec nous. C'est là où aussi on peut profiter justement pour montrer à notre chiot qu'on a de la valeur même en extérieur, parce qu'on va lui trouver des coins super où il peut creuser, parce qu'on peut un peu tester nos apprentissages, parce qu'on peut courir, s'ébattre. Donc, et puis bon, j'imagine qu'aussi quand on a un chien, c'est pour être dehors et pour parfois être un peu tranquille, juste avec son toutou.
pas être dans ce brassage où il y a plein de monde, plein de stimuli pour nous aussi, hein, le bruit des voitures et tout, on a envie de s'échapper un petit peu. Et donc, il faut faire autant ça que le reste, quoi. Ça, effectivement, c'est essentiel. C'est clair. Alors, je pense que généralement, les gens entendent par socialisation le fait qu'ils rencontrent d'autres chiens et qu'ils se sociabilisent avec d'autres chiens, qu'ils apprennent à communiquer avec d'autres. Et du coup, ça, je trouve que c'est un gros sujet parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont en tête, du coup, école des chiots, parc à chiens, pour aller à des endroits où il y a des chiens et faut qu'ils en voient absolument pour apprendre à communiquer avec. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ces configurations-là qui sont pas forcément toujours idéales et un peu à prendre avec des pincettes. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Alors, les écoles du chiot, moi déjà, je félicite les gens qui s'y rendent quand même si l'idée de base, c'est pas qu'elle n'est peut-être pas la bonne, mais où ils se disent, mon chiot va rencontrer comme ça d'autres chiens parce qu'ils vont apprendre de toute manière d'autres choses. Donc ça, c'est super de faire cette démarche de s'investir dans l'éducation de son chien. Mais effectivement, pour sélectionner son école du chiot, pour moi, il faut se poser des bonnes questions. Donc déjà, combien il y a de chiots dans ce cours ? Moi, je trouve qu'à plus de 5 chiots, le suivi va être difficilement individualisé. Et puis surtout, est-ce qu'ils proposent justement ce principe de récréation, donc où en gros on laisse tous les chiots en liberté. Moi, je ne suis pas pour ni contre, mais de nouveau, je vais vraiment essayer d'observer et d'analyser ce qui se passe. Donc, c'est-à-dire comment elles sont faites ces récréations. Est-ce qu'elles sont faites sur le même terrain d'éducation ou est-ce qu'il y a un terrain à part ? Pourquoi, pour moi, c'est important ? Parce que si on fait les récréations sur le même terrain où on éduque les chiots, très vite, ce qui va se passer dès la 2e ou la 3e séance, c'est que les chiots vont arriver sur le terrain et ils vont être en mode pump it up parce qu'ils sont genre « Ouais, je vais aller dire bonjour au copain, je jouais la dernière fois avec lui, je m'en souviens. » Et du coup, là, c'est un peu l'apocalypse. Donc ça, pour moi, c'est un peu un des premiers critères. L'autre, c'est est-ce que ces récréations, elles se font avec tous les chiots ensemble. Donc déjà, de nouveau, s'il y a plus de 5 chiens, c'est compliqué. Et puis même quand elles se font à moins de 5 chiots, en réalité, moi je trouve que c'est important de créer des binômes et de voir aussi si les chiens communiquent de la même manière, quelles énergies ils ont. Et puis, rien qu'en restant sur du basique de chez basique, du pratico-pratique, quelle taille font les chiots en fait ? Parce que voilà, s'il y a un chiot chihuahua avec un chiot doberman mais qu'ils ont le même âge, même si le chiot doberman est super doux, l'impact il est quand même pas le même s'il lui donne un coup de patte, quoi. Donc il y a ça, et puis il y a l'âge des chiots, parce que souvent il y a des écoles du chiot qui vont aller de 2 à 6 mois. Bah ouais, mais les chiots, du coup, ils appréhendent pas du tout les codes canins de la même manière. Les chiots qui ont plus de 4 mois, déjà, ils ont vécu peut-être d'autres expériences. Ils se sont renforcés dans certains comportements pas forcément très cool. Donc, c'est ça que je vais regarder. Et puis, surtout, est-ce qu'on supervise ? Donc, ça veut dire que est-ce que le professionnel, il est là et il vous dit quoi faire ? Et c'est pas juste... Alors là, vous voyez, il y a eu un signal d'apaisement de la part de Nuggets. Non, en fait. Bien sûr qu'il faut apprendre à lire le langage canin, mais il faut savoir aussi comment on intervient. Pourquoi là, il faut absolument qu'on intervienne et comment on intervient du coup pour instaurer une pause, pour peut-être même sortir ce chiot-là du terrain parce que en fait, là, il profite pas et voire même il met pas une très bonne ambiance dans le groupe. Et en fait, c'est pas parce que il n'y a pas d'interaction qu'il n'y a pas d'apprentissage. Il y a interaction directe, mais il y a aussi des interactions indirectes. Comment on fait des interactions indirectes ? C'est rien que si déjà les chiots, imaginons, vous avez disposé un peu un nombre de tapis où les gens vont pouvoir se poser avec leurs chiens et qu'ensuite vous les faites chacun en fait passer d'un tapis à l'autre, les chiots ils vont sentir les odeurs des autres chiens, ils vont les voir aussi continuer de bouger, etc. Donc ils prennent aussi des informations et surtout ils apprennent un comportement qui va être super pratique, en tout cas à mon sens dans la vie future, à savoir que quand je me promène, on va pas s'arrêter à chaque chien qu'on croise pour aller lui dire bonjour. Parce que ce chien-là, de 1, je le connais pas, de 2, peut-être qu'il a pas du tout envie de dire bonjour en réalité. Et moi, ce que je veux avec mes chiens, c'est qu'ils les ignorent. C'est comme avec un enfant. Enfin, moi, je me verrais pas me promener avec mon enfant qui courrait pour aller dire bonjour à n'importe quelle personne qui pourrait croiser, quoi. C'est... Non, en fait. Par contre, mon enfant, il a ses amis
que j'ai un peu, entre guillemets, sélectionné, on va dire. Donc, c'est-à-dire que je connais un petit peu qui ils sont, comment ils jouent. Et du coup, je sais que ces expériences-là, elles vont lui être profitables. Dans une école du chiot, on ne peut pas toujours savoir ça quand on a des récréations. Donc, c'est pour ça qu'il faut être hyper vigilant. Ce qui ne veut pas dire que ça ne sera pas bon. Et puis, de nouveau, des interactions, ça peut aussi se faire à travers une grille, une barrière et tout ça. Donc, on peut mettre les chiots en contact sans forcément qu'ils puissent jouer ensemble. Et enfin, pour les parcs à chiens, pour moi, c'est un peu no way. Parce que, voilà, on laisse trop les chiens faire. On n'est pas en mouvement, nous, humains. On est statique, on est spectateurs. J'ai rarement vu des parcs à chiens où il y a des interactions qui sont vraiment cool pour les chiens. Les balades collectives, c'est un peu différent. De nouveau, il faut voir le casting. Quel âge ont les chiens qui participent? C'est quoi le rythme aussi? Parce que si on a notre chiot de 3 mois et que tous les autres, c'est des chiens adultes, le rythme et la durée de la balade, ils vont pas être les mêmes, quoi. Donc voilà, ce que je recommande. Mais ce qui est pour moi aussi très important, c'est d'apprendre vraiment à notre chien, à notre chiot, à passer près d'autres chiens sans pour autant aller les voir. Vraiment leur apprendre à les ignorer. Et même chose pour les humains. Ça, moi, quasiment, sur 10 rencontres que je fais, mon chien, il va peut-être aller pouvoir faire 1 ou 2 rencontres, en réalité. Et parce que j'aurais vu que la taille était adaptée. Voilà, j'aurais pu demander à la personne. Et puis, en fait, presque même... je dis ça, mais en réalité, les premiers chiens que va rencontrer mon chiot, ce sont que des chiens que je connais, en fait. Et donc, je sais comment ils vont réagir et ils vont être de bons modèles pour mon chien. Ouais, sans forcément qu'il y ait non plus trop de frustration à le faire, comme parfois c'est enseigné dans certaines écoles des chiots aussi, quoi. La manière d'enseigner est aussi hyper importante. Complètement. Mais c'est cool, parce que ça reprend un peu ce que tu disais tout à l'heure, la différence entre l'exposition et l'interaction. Je trouve que c'est assez fondamental en fait comme différence. Et tu parlais du matériel aussi. Moi, j'ai beaucoup utilisé le sac à dos avec Siobhan, qui était un petit chien, donc c'était plutôt adapté, ce qui n'est pas adapté à tous les chiots. Désolée. mais du coup, là, c'est pour le coup, j'ai vraiment expérimenter, toucher du doigt cette différence entre l'exposition et l'interaction, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant de l'expérimenter comme ça. Est-ce que tu veux nous en parler peut-être un peu plus de cette différence entre les deux? Ouais, alors pour moi, interaction, c'est quand il va y avoir vraiment contact et un début de communication. Donc on va pouvoir se dire bonjour, on va se dire au revoir. Et puis ce qui se passe au milieu, ça c'est en fonction quoi, de ce qu'on décide et de ce que le chiot décide. L'exposition, c'est au contraire, en fait, c'est regarder. C'est comme si on était dans un musée. Et donc l'idée, c'est, on observe ce qui se passe. Dans un musée, on va peut-être par moment ressentir des émotions face à 1 ou 2 tableaux, des émotions ou négatives ou des émotions très positives. Mais les autres, c'est pas toutes les autres œuvres qui vont nous émerveiller non plus, quoi. Pour moi, c'est un peu ça qui doit se passer aussi quand on expose un chiot à son environnement. Donc effectivement, notre chiot va peut-être par moment ressentir quelque chose de très négatif ou au contraire quelque chose de, entre guillemets, trop positif. Et donc là, il va falloir savoir comment on se sert de ces outils. Et donc moi, j'adore pour l'exposition me servir d'une poussette. Je ne l'avais pas utilisée du tout avec Shadok, parce qu'il n'en avait pas besoin, parce que c'était un chiot qui était super à l'aise, et puis surtout, j'avais déjà énormément de valeur pour lui. Il avait ce qu'on appelle un bon food drive, donc il était très sur la nourriture, il avait un toy drive, donc il était à fond sur les jouets, etc. Donc c'était vachement facile pour moi. Il ignorait un peu, pas naturellement son environnement non plus, mais voilà, j'arrivais à faire la différence, en tout cas pour lui, dans son environnement. Pour Pumpkin, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que c'est une chienne qui, pour le moment, se montre très sensible face à son environnement. Et pourtant, elle a été exposée à l'élevage à pas mal de choses. Mais c'est une chienne qui, dès qu'elle a les 4 pattes au sol et qu'elle va voir un stimulus, n'importe lequel, enfin pas n'importe lequel, mais là, c'est typiquement particulièrement les gens ou des choses qui sont en mouvement, elle va partir en bout de laisse, elle va aboyer et elle aura la crête sur le dos. Là, utiliser la nourriture dans un cas comme ça, concrètement, ça ne servirait à rien. Le chiot, il ne va pas avoir faim. Et même quand elle est en réalité posée, semble-t-il, couchée, qu'il n'y a pas... elle ne présente pas, semble-t-il, de signaux d'inconfort, c'est quand même rare qu'elle prenne la nourriture. Et le jouet, elle peut le faire, mais c'est pas encore foufou. Donc avec elle, pour faire entre guillemets des bonnes expériences, on peut se dire je suis un peu coincée, quoi. Tu rétropédales un peu, quoi. Ouais, voilà. Mais en fait non, parce que
comme c'était un peu ce que je disais tout à l'heure, pour moi, un chiot qui a confiance en son environnement, c'est pas forcément un chiot qui vit quelque chose de cool. C'est la même chose que dans le musée. Il y a des moments, on est quand même confortable dans le musée, on se sent pas en danger, on n'est pas non plus, en train de s'extasier tous les mètres, mais on est OK avec ce qui se passe. Ouais. Donc, dans sa poussette, elle a ça. Elle a ça parce que c'est une chienne qui a été habituée à la caisse depuis toute petite. Je pense que le fait que ça roule aussi, donc qu'on puisse être en mouvement, mais qu'elle soit proche de nous, etc. Et puis, il y a quand même un peu une barrière. Hein. Les chiens, ils sont pas fous. Hein. Ils savent quand même quand il y a une coupure entre eux et le monde extérieur. Et ben, le fait est que ça la rassure parce qu'elle n'aboie pas du tout. Alors que dans les bras, elle aboie aussi. Moi, j'aurais pas pu utiliser le sac, par exemple. Ça n'aurait pas fonctionné. Okay. Donc, voilà, là, la poussette est hyper intéressante. Et donc, je n'utilise quasiment pas la nourriture, en fait, pour le moment. Mais c'est pas pour autant que je sais que là, je me dis qu'elle est en train de faire des mauvaises expériences ou qu'elle n'est pas en train d'associer positivement les choses. Je suis juste en train, de l'exposer. Et puis, ce que je vais faire, là, très certainement plus tard, c'est que quand je vais la remettre au sol, là, j'ai déjà commencé un peu à le tester, dans certaines situations, j'ai pris un adulte avec moi, un autre chien. Parce que ça la rassure aussi. Il y a quand même alors, je dirais pas de mimétisme, mais en tout cas, c'est comme si l'autre chien l'aspirait un petit peu. Et donc, voilà, si elle voit que l'autre chien, il est OK, OK, elle passe aussi. Ouais. Voilà. Et donc, on va continuer comme ça. Et puis moi, je travaille en parallèle sur le fait de prendre beaucoup de valeur avec la nourriture, avec les jouets, pour comprendre un petit peu mieux comment elle fonctionne, ce qui lui plaît, pour, derrière, pouvoir... faire en sorte qu'elle ignore l'environnement. Parce que pour le moment, elle le regarde beaucoup. Comme dans un musée, de nouveau, pour elle, les tableaux sont quand même tous intéressants. Ils ne créent pas toujours quelque chose de positif ou de négatif, mais ils sont très intéressants. Et moi, ce que je veux à terme, c'est qu'elle les ignore, en fait. Je veux pas que, quand je marche en ville, elle se dise « je suis dans un musée et je dois m'arrêter tous les 2 mètres pour regarder ce qui se passe ou pour observer ». Donc, comment je vais le faire ? C'est en ayant justement pris énormément de valeur et voir si, est-ce que tu peux t'engager dans un truc tout simple, comme poursuivre une friandise, comme jouer avec moi. Si mon chiot est déjà pas capable de faire ça, lui demander de revenir au rappel, lui demander de marcher en laisse, lui demander de s'asseoir, c'est mort. Donc moi, je veux qu'elle soit en mesure de faire un truc qui lui plaît, qui est hyper simple, hyper facile. Mais pour ça, là, je vais avoir un peu plus besoin de temps et je me sers de mes outils. Poussette, j'ai fait avec la voiture aussi. On s'est mis face à un parking et puis on restait à regarder de la voiture, en fait, ce qui se passait. De nouveau, elle avait ce sentiment de barrière, elle était bien, et donc c'était OK, quoi. Donc voilà un petit peu, il y a pas de recette, il faut sentir le chiot, et puis au fur et à mesure, on s'adapte, quoi. Mais c'est super que toi, tu aies utilisé le sac, parce qu'on n'a pas forcément ces réflexes. Souvent, on se dit, le chiot, paf, on le colle par terre, et puis il va nous suivre, quoi. Et non, ça se passe pas toujours comme ça. Et avec les bébés, on fait pareil, en fait. Les bébés, ils sont en poussette, on les porte aussi dans nos bras. Quand ils ont peur, on peut les porter. C'est OK de se barrer d'une situation où le chiot il a peur, c'est totalement OK, ça va pas renforcer sa peur du tout. C'est pas parce que j'ai peur des araignées que si je pars, ça va renforcer encore plus ma peur des araignées. Elle sera toujours là, en fait. Il faut juste que... Voilà, c'est ça. Donc effectivement, ça, c'est un peu le conseil que je recommande, même si on est pris pour des fous. Hein. Moi, là, quand je vais au restaurant avec ma poussette et qu'on se penche et qu'on voit qu'il y a un chiot, mais les gens commencent à s'y faire un petit peu et à sourire. Et puis vous inventez, parce que je me suis pris des réflexions, hein, forcément, de « oh là là, mais ce n'est pas un bébé ». Et puis on peut expliquer « oui, mais vous savez, elle est malade, elle est blessée, donc elle ne peut pas marcher ». Il peut pas marcher, oh pauvre petit, qu'est-ce qui lui est arrivé? Donc, il faut un peu avoir bien travaillé son mensonge quand même. Mais voilà, c'est aussi des choses qui sont... C'est là où on est l'avocat de notre chiot pour moi. C'est aussi en essayant de dépasser ces potentiels préjugés et les remarques qu'on va avoir. Tant pis, je sais que quand elle fera 15 kilos, elle sera pas dans une poussette, c'est pas grave. Mais là, je sais qu'elle a besoin de ça pour le moment. Donc OK, on le fait, quoi. Ouais. Carrément. Hyper intéressant. Il y avait aussi le sujet des friandises, parce que ça, ça l'est jamais indifférent, en fait, les friandises. Soit c'est complètement acquis et on en donne énormément dans toute situation, soit les gens peuvent être un peu plus réfractaires à ça. Pour autant,
quand on a un chiot, c'est quand même le moment de l'initier, d'essayer de trouver un peu ce qui le motive. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur le fait de donner des friandises pour un chiot? Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Quand est-ce qu'on le donne? Est-ce qu'on en donne beaucoup, pas assez, trop? Comment tu vois les choses? Alors, moi, de nouveau, il n'y a pas de recette. Je pense qu'il faut faire en fonction de l'individu, en fonction de nous aussi. Moi, ce que j'ai tendance quand même à recommander, en tout cas quand le chiot il arrive, c'est quand même d'essayer de se servir d'une partie de la ration, pas la totalité, mais pour travailler quand même avec lui, pour justement prendre de la valeur et mettre en place des apprentissages plus facilement. Si notre chiot il n'a pas faim, on n'aura pas de levier non plus pour le faire obtenir les comportements que l'on souhaite. Donc moi, c'est ce que je fais avec mes chiots généralement. Et puis, moi, j'aime surtout, en fait, utiliser les friandises, non pas pour faire, entre guillemets, un contre-conditionnement, genre « Ah, il y a un animal qui passe, pas friandise. Ah, il y a un chien qui passe, pas friandise. » Mais plutôt pour essayer de nouveau mon image finale. Est-ce que là, le comportement me plaît? Là, elle est couchée. Ah bah, c'est ça que je vais valoriser. Et puis, il y a quelqu'un qui est passé, je ne vais pas forcément donner là tout de suite une friandise. Je vais peut-être la donner qu'à la 5e personne parce que ce que je veux, c'est qu'elle reste couchée le plus longtemps possible. Alors, bien sûr, si imaginons, elle se relève en permanence, etc., bah, peut-être que c'est juste que ma distance, elle n'est pas bonne, en fait. Que là, elle ressent trop d'émotions négatives ou qu'elle a vraiment très envie d'aller les voir. Donc, je vais juste me décaler, me mettre un peu plus loin. Et de nouveau, la laisser d'abord observer. J'ai pas besoin de créer quelque chose de très positif tout de suite. Donc moi, je vais plutôt me concentrer sur qu'est-ce que je veux que mon chien présente comme comportement et renforcer là-dessus. Et du coup, mes friandises, ça veut dire que je vais pas les utiliser, que quand mon chien il est calme, mais aussi dans des actions, dans des comportements que je vais vouloir obtenir plus tard. Et typiquement, quand je vais croiser des gens en marchant, bah, je veux pas que mon chien il aille leur dire bonjour. Donc là, je vais utiliser mes friandises pour, par exemple, leurrer mon chiot au niveau de ma jambe et pour qu'on puisse croiser toutes les deux cette personne et que mon chiot prenne l'habitude au fur et à mesure de « Ah, j'ai vu quelqu'un, je sais que ma maman elle va me donner une friandise, donc je viens au niveau de sa jambe parce que je sais que c'est ça qui va se passer. » Donc c'est plutôt ça, c'est comment je peux utiliser les friandises pour mettre déjà en place des bonnes habitudes et mettre en place des compétences qui me serviront plus tard, plutôt qu'utiliser les friandises pour, à chaque fois qu'il y a un stimulus qui passe, en donner au chiot, quoi. Parce que sinon, à terme, ça n'a plus de sens. Et à terme, en plus, on peut créer, moi j'avais un peu fait ça pour le coup avec Timmy, créer ce phénomène du chiot qui voit quelque chose et tout de suite nous regarde, et genre, bah là, j'ai pas ma nourriture, pourquoi j'ai pas ma nourriture? Oh là là, j'ai pas ma nourriture, peut-être que ça veut dire que ce qui se passe est en train de venir sur nous et va me faire très peur. Et donc, le chiot est un petit peu perdu. Donc, à chaque fois, pensez image finale et pensez toujours à ce que là, notre action pourrait créer en réalité comme résultat opposé et qui ne nous plairait pas. Donc, c'est garder ça en tête. Ouais, puis ça permet aussi d'être proactif, en fait, finalement, et c'est aussi ça qui est intéressant. Je trouve, dans l'éducation, on avait beaucoup parlé dans l'épisode avec Carla, qui était venue nous parler de son foyer multi-chien avec ses 7 chiens, qui a justement une philosophie très proactive dans l'éducation des chiens, mais qui est aussi, je pense, très minutieuse à sa manière. Donc, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller l'écouter. Il était très intéressant pour ça. Mais ok. On cerne bien tout ça. Trop cool. Bah, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces infos. C'est hyper intéressant. Je pourrais vraiment rester là des heures à discuter de tout ça. Donc, c'est vraiment trop chouette. Avant de terminer cet épisode, je voulais quand même faire un petit passage sur la formation que tu as créée, qui est donc l'Humos Puppy Instructor, que je suis actuellement en train de suivre. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Qu'est-ce que c'est que cette formation et à qui est-ce qu'elle s'adresse? Alors, c'est une formation que j'ai décidé de créer parce que je me suis rendu compte qu'en fait, on avait peu de ressources, nous, en tant qu'éducateurs canins, quand on décidait de se lancer. C'est-à-dire on a le choix entre ou faire une formation initiale très généraliste, donc sur l'éducation du chien, mais qui va en plus traiter de problèmes de comportement, de modifications comportementales, etc., ou on va picorer en prenant un petit peu des formations par-ci par-là. Alors maintenant, en plus, avec tous les cours en ligne qu'il y a, on se dit « Ah bah tiens, ça, ce sujet m'intéresse, je vais le suivre ». Sauf que souvent, les cours en ligne, ils ne sont pas destinés à des professionnels, ils sont destinés à des particuliers. Donc,
nous, ça nous demande derrière, en tant que professionnels, de retravailler sur, OK, comment ça, je vais le vulgariser? Qu'est-ce que je donne réellement à mes clients? Qu'est-ce que je donne pas? Et le fait est que souvent, quand on arrive face aux clients, on a tendance à beaucoup trop parler, beaucoup trop en dire, et vouloir les amener là où nous, on est. Alors que non, en réalité, il faut s'adapter. Et des fois, c'est un peu difficile parce que, effectivement, ils sont un peu loin de nous, mais c'est pas pour ça qu'ils aiment moins leur chien que nous et qu'ils veulent pas bien faire les choses. Donc, mon idée de départ, c'était, OK, je veux proposer quelque chose qui puisse vraiment rendre service aux professionnels qui sont déjà sur le terrain ou en devenir, pour qu'ils se sentent vraiment armés une fois qu'ils seront confrontés à ce genre de sujet. Et mon sujet de prédilection, c'était les chiots. Et les chiots, c'est un vaste sujet, finalement. Et je trouve que c'est... ce qui est intéressant avec les chiots, en plus, là, pour le coup, d'un point de vue purement entrepreneurial, c'est que les chiots, ils rentrent dans notre entreprise. Les clients qui ont des chiots, ils arrivent dans notre entreprise. Et après, en réalité, on peut les fidéliser. On peut les faire rester aussi pour leur faire découvrir d'autres choses parce qu'ils auront débuté avec nous et ils restent fidèles, les gens, si ça s'est bien passé. Donc, il y a ce côté où, en plus, on peut les suivre. Et on peut développer un peu cette passion canine chez eux. Moi, j'ai des clients qui se sont mis à faire plein de choses avec leur chien derrière et ils ne s'attendaient pas à faire tout ça, en fait, mais juste parce qu'ils ont pris un bon départ et du coup, ils étaient super contents. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi l'aspect préventif, mine de rien. Il y a quand même beaucoup de personnes qui appellent des éducateurs canins. Une fois que les problèmes, ils sont là, les problèmes, ils arriveraient beaucoup moins et beaucoup moins vite si effectivement on les prenait avant même qu'ils arrivent. On était justement proactifs et dans la prévention. Donc je me suis dit OK, il faut faire quelque chose sur les chiots. Et donc cette formation elle s'adresse justement à des éducateurs canins, mais même à d'autres personnes qui sont potentiellement en reconversion, éventuellement même des vétérinaires qui aimeraient peut-être monter une école maternelle dans leur clinique. Moi, je suis à fond pour tout ce qui est travail en collaboration. Je trouve ça essentiel, même avec d'autres éducateurs canins. Oui. Donc voilà, et puis c'était de proposer aussi des ressources un peu toutes faites, parce que quand on se lance dans une entreprise d'éducation canine, on a tellement de choses à faire en fait. Et des fois, on est face à un client, on doit faire son suivi, et puis après on se dit « Oh là, mon bilan comportemental, il s'est mal passé, il faut peut-être que je revoie mes questions, mais qu'est-ce que je dois dire en réalité, quel matériel je dois acheter ?» Et puis « Oh bah là, j'aimerais créer un peu des ressources pour les aider, pour qu'ils comprennent mieux comment apprendre la propreté, la solitude. » Et en fait, on n'en finit plus. Donc là, l'idée, c'est en fait tout ça est déjà prêt, est déjà fait. Il n'y a plus qu'à s'en servir. Et pareil, pour monter un programme d'école du chiot, moi, j'en fais 2 parce que j'aime bien diviser. Je trouve qu'à partir de 4 mois, les chiots, ils ont dépassé un stade et où, du coup, on va voir les choses de manière différente. Et avant 4 mois, justement, on fait les choses autrement. Et donc, avoir une bibliothèque un peu d'exercices, mais qui ne sont pas à suivre dans un ordre très précis. L'idée, en plus, à terme, c'est, vous savez que vous voulez faire même une petite classe de marche en laisse, vous savez quels exercices travailler la marche en laisse et vous pouvez repicorer un petit peu pour en créer de nouveaux. Ce qui ne veut pas dire que ça sera un module pur de marche en laisse, mais voilà, ça peut vous donner aussi des pistes. Et c'est vous fournir la boîte à outils que moi, j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé. C'est un peu ça l'idée, quoi. Oui. C'est super intéressant. Tu as parlé un peu de pourquoi se spécialiser dans le chiot. Je trouve que c'est ça aussi qui fait toute la beauté du métier. C'est quand on voit les chiens évoluer, qu'on revoit les clients, qu'on garde un contact avec eux. Moi, typiquement, là, j'arrive, ça y est, ça fait 1 an que j'ai ouvert et il y a des chiots que je vois encore qui reviennent sur les balades collectives, etc. Et je trouve ça trop, trop chouette de pouvoir garder un lien. Est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels tu voulais venir sur le fait de se spécialiser dans le chiot? Qu'est-ce qui, toi, t'a motivé à aller sur cette spécialisation? Déjà parce que je pense que la spécialisation, c'est essentiel. Je pense que si on se dit bon partout, c'est pas qu'on est bon nulle part, mais en tout cas, on est très bon nulle part. Et j'essaye d'être très bonne dans ce que je veux faire et dans quoi je veux investir mon temps. Et en plus, en fait, on se rend compte que quand on passe la porte du milieu de l'éducation canine, waouh, mais ok, c'était juste le pont-levis, quoi. Après, il y a un château et il y a je sais pas combien de portes encore qu'on peut ouvrir. Donc, c'est Versailles. Ouais, voilà, c'est ça, c'est exactement ça, c'est Versailles. Donc, en fait, je pense qu'on n'a pas le temps d'une vie,
en fait, pour explorer tout ça. Donc, il faut choisir un petit peu aussi ses batailles. Et puis, parce que, voilà, quand on ouvre une porte, on se rend compte qu'il y en a plein derrière, même ne serait-ce que sur un sujet comme les chiots. Il y a plein de choses qu'on peut envisager. Et donc, tout ce qui est après, derrière modification comportementale, même chose, la réactivité. Mais si on veut vraiment pouvoir bien accompagner ses clients, je pense que derrière, il faut quand même avoir des connaissances supplémentaires sur plein de sujets, mais qui entrent en résonance avec la thématique de la réactivité. Donc pour les chiots, c'est exactement la même chose. Il y a plein de trucs qu'on peut développer. Et puis en plus, ce que je trouve vraiment chouette avec aussi les chiots, c'est que ça laisse libre cours aussi à notre créativité. Je pense que c'est bien aussi quand on débute. Parce que, je dis pas que la modification comportementale, c'est pas bien pour débuter, mais souvent, c'est des cas qui peuvent être des fois un petit peu difficiles, même émotionnellement pour nous humains. Déjà, même avec les chiots, on se rend compte qu'il y a certaines personnes qui nous contactent, on est un peu à milieu de qui nous on est. Mais ça, pareil, on en parle aussi dans la formation, c'est que on n'est pas obligé de plaire à tout le monde, et de toute manière, on ne pourra pas plaire à tout le monde. Donc des fois aussi, c'est comment on construit sa cible. À qui on décide de s'adresser. Peut-être qu'au début, on n'est pas à l'aise avec le fait d'être en mode McDonald's, venez comme vous êtes. Non, en fait, il y a peut-être, nous, on a besoin au début de se dire, moi, je m'adresse qu'à tel type de prospect parce que je suis plus confortable avec ça. Et c'est OK parce que ça veut dire qu'on va faire super bien son travail avec ces personnes et qu'elles vont être super contentes. Alors qu'en réalité, si on avait voulu s'adresser à tout le monde, on n'aurait pas plu à d'autres personnes parce qu'on aurait trop voulu les amener à un endroit où elles ont surtout pas envie d'être. Donc voilà, ça on en parle aussi justement beaucoup dans la formation, et ça on ne peut le faire que si on est sur une thématique précise en fait. Oui. En tout cas moi je pense, en tout cas moi personnellement je n'arrive pas à le faire je pourrais pas le faire si je devais envisager d'autres thématiques, et je pense qu'il y a des gens qui sont bien plus compétentes que moi, et donc je préfère renvoyer en fait mes clients, des clients qui me contactent vers d'autres personnes qui pourront les accompagner si moi je peux pas le faire parce que ça rentre pas dans ma branche. Et puis le syndrome de l'imposteur, du coup, il disparaît presque, parce que quand on sait où on va, du coup ça veut dire qu'on va pas faire 15 000 formations dès qu'il y en a une qui sort. Non, on va se dire ça, est-ce que ça rentre dans ma mission ? Non, ça rentre pas dans ma mission d'éducateur canin spécialisé dans les chiots ou dans le chien de famille. Tant pis, next. Je la ferai peut-être plus tard quand j'aurai le temps, parce que je voudrais développer une autre partie de mon activité. Mais du coup, on gagne de l'argent, on économise de l'argent, on gagne du temps, et puis on se sent légitime dans ce qu'on fait. Ouais. Exactement. Ouais. Comme les chiots. Ouais, c'est ça. C'est ça, tout se recoupe. Non, mais c'est clair. Personnellement, depuis que j'ai commencé la formation, et encore, on est qu'au début, il reste encore un bon chemin avant de l'avoir terminé. Mais c'est vrai que plus ça va et plus je me sens à l'aise dans ce que je fais, et plus je kiffe aussi. Vraiment, je crois que plus je prends plaisir à faire ce que je fais parce que je me sens plus à l'aise, je me sens plus outillée, et ouais, je crois que je pense que je savais pas trop ce qui me manquait quand j'ai commencé il y a un an, mais j'ai trouvé en commençant la formation avec toi, et ouais, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Je peux que recommander de se spécialiser assez rapidement, en fait, je pense. Ouais. Oui, souvent on attend trop. Après, je pense que des fois on a besoin de tester des choses. Et oui. Puis trouver normal, ce qui nous plaît savoir ce qui nous plaît, exactement. Mais je pense que voilà, si on a une petite fibre, quelque chose qui nous appelle, il ne faut pas trop hésiter, parce que vraiment, le temps, c'est aussi de l'argent pour le coup. Et si on se spécialise rapidement, on peut aider aussi en réalité beaucoup plus de personnes qu'on ne croit. Mais souvent on a peur, on se dit mais si je me spécialise, il n'y a personne qui va venir chez moi et tout. Non, en réalité, au contraire, on va appeler des gens qui veulent vraiment avancer avec nous et qui vont être contents derrière, et donc il va y avoir un bouche à oreille, etc. etc. Donc c'est qu'un cercle vertueux en fait. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu de comment elle s'organise, cette formation ? Parce que du coup, elle est assez longue. Oui, c'est une formation qui est assez longue. Généralement, elle dure entre 8 et 12 mois. Ça dépend si moi je fais des pauses entre, etc. Parce que pour le coup, je continue aussi de me former. Mais il y a 4 modules. Chaque module dure 2 mois. Donc, il y a un cours qui va sortir en fait pendant 6 semaines. Et il y a un accompagnement de 8 semaines qui se fait sur le forum, qui est un forum privé. Moi, c'était important pour moi qu'en fait, chacun ait son endroit où il peut poser ses questions, partager, parce que vous devez aussi
poster des exercices, montrer ce que vous faites en vidéo. Donc, je pense qu'on peut plus facilement le faire quand on sait que voilà, il n'y a que l'instructrice qui regarde et pas les autres. Et il y a un groupe Facebook aussi qui pour le coup est bien actif puisqu'on a un live par semaine où là je reprends justement les questions qui ont été posées, je remonte peut-être des exercices en direct, on approfondit certaines choses qui ont été vues dans le cours parce que je peux pas non plus tout le temps écrire et puis je pense que l'échange de vive voix il est essentiel. Et puis on a les visioconférences, on en a deux par module où là on fait des études de cas en fait. Donc vraiment se dire ok là j'ai un foyer avec des enfants, qu'est-ce que je fais du coup? Comment j'aborde certaines choses? Et puis il y a ensuite toute la bibliothèque de ressources que je suis en train du coup de préparer parce que là il y a le cours qui est donné un peu entre guillemets en bloc, mais l'idée après c'est aussi d'avoir un drive Google où vous avez tout qui est référencé assez rapidement pour pouvoir retrouver par exemple moi le questionnaire que je donne pour des gens qui viennent d'avoir un chiot et qui veulent souscrire à un de mes services et donc vous pouvez vous en inspirer, les e-books, les vidéos aussi de tous les exercices qui ont été faits, qui sont classés, marche en laisse, rappel, etc. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Et puis à la fin, il y a un examen théorique et puis pratique qui se passe à distance. Et ce que j'espère faire peut-être l'année prochaine, c'est un rendez-vous aussi de tous les élèves instructeurs et tous les instructeurs qui seront diplômés pour qu'on puisse tous se voir. Et l'idée, c'est de constituer un petit peu une communauté, mais qui ne soit pas fermée. C'est aussi vous mettre en relation avec d'autres éducateurs pour mettre en place aussi un travail peut-être en collaboration. Et moi, j'espère pouvoir continuer de vous accompagner sur du plus long terme et qu'on continue de mener des projets ensemble. Il y en a peut-être là qui vont apparaître prochainement et qui permettront de démocratiser justement et de diffuser l'éducation positive et que vous y participiez vraiment aussi, quoi, pleinement. Ouais. Qu'on lance une armée. Alors, pas de lumos pioupi instructeur nécessairement, hein. Je veux pas qu'il y ait lumos partout, mais voilà, en tout cas, chercher un petit peu à faire le contrepoids de ce qu'on a tendance à beaucoup voir pour le coup sur Internet. Même si l'éducation positive, je trouve, ça y est, elle commence à être un peu plus ancrée. Sur Internet, ceux qui fonctionnent bien et qui ont une grosse audience, pardon, c'est un peu quand même ceux qui sont dans le coercitif et le traditionnel, quoi. Donc ça serait bien qu'on essaye de contrebalancer ça pour s'adresser au plus de monde possible. C'est clair. Ok, trop cool. Merci beaucoup pour tout ça, en tout cas, et merci pour cette formation hyper chouette que tu nous as préparée là. Vraiment, merci à toi. Je peux que la recommander. De m'avoir fait confiance. j'ai trop hâte d'aller à la fin, mais en même temps, je me sens bien avec cette formation, tu vois, qui est un peu au long cours à côté de mon activité et qui prend aussi du temps à décanter. Enfin, elle prend du temps à infuser aussi, je trouve. Et ça, c'est assez chouette au final d'avoir du temps pour que ça infuse et que les pratiques évoluent et qu'on évolue aussi nous dans notre façon de voir les choses. Je trouve ça vraiment hyper enrichissant et je regrette pas du tout de m'être relancée dans un parcours long en parallèle de ma pratique professionnelle parce que c'est vraiment hyper enrichissant. Donc, donc trop chouette. Merci beaucoup. Du coup, on va conclure cet épisode. Je vais te poser la question signature du podcast. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie d'avoir des chiens et qu'est-ce qu'ils t'apportent au quotidien ? Alors, déjà, je pense, petite touche d'humour, ça a changé ma vie en me faisant déjà rencontrer l'homme qui partage ma vie, alors que je pensais finir un peu pas vieille fille, mais avec tous mes chiens, etc. Qu'on me retrouve dans l'amour et dans le pré avec mon portrait désespéré. Donc, voilà, il y a quand même un peu ça qui est chouette. Mais sinon, plus sérieusement, je pense qu'une des seules constances dans ma vie, en réalité, ce sont mes chiens. Comme j'ai eu un chien à 7 ans, ils ont toujours été des témoins de ma vie et je trouve qu'aussi cette constance, je la retrouve en eux parce qu'ils ont une constance dans leur fidélité, dans leur joie de vivre et ça m'a permis aussi d'apprendre qu'il fallait que j'accepte
ce sur quoi je ne peux rien. Je trouve qu'ils ont ce côté aussi d'enseignants, de nous transmettre des choses. J'ai l'impression qu'ils sont aussi un peu un rempart contre l'hostilité du monde, mine de rien. Parce que dès qu'on rentre chez soi, ils ont cette chaleur du retour, ce plaisir de l'accueil. Ils ont en eux cette joie d'être ensemble, en fait, qui est sans occasion ni raison autre que celle-là. Ils nous font le cadeau inouï, en fait, de nous aimer sans nous juger et de manière totalement inconditionnelle. Et donc, je pense qu'ils m'apprennent justement à aimer de manière inconditionnelle, à penser aux autres, à penser à ceux qui ont peut-être besoin de moi. Et en fait, ouais, ils m'apprennent à être une meilleure personne, j'espère, quoi. Voilà. C'est chouette. Trop cool. Trop chouette. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos auditeurs sur le sujet du chiot et de la socialisation ? Alors, c'est beaucoup des ressources en anglais, ouais. Mais il y a typiquement, justement sur la socialisation, un bouquin qui s'appelle Puppy Socialization, qui a été fait par deux Américaines qui ont toutes les deux... Alors, il y en a une qui a un blog qui est assez connu, qui est un peu geek, mais qui est sympa. Donc, c'est Marge Rogers et Helen Anderson. Ok. Donc voilà, qui ont un bouquin bien complet sur la socialisation, qui est disponible en version e-book en plus, à pas très cher. Donc voilà la ressource que je recommanderais. Ok, trop bien. Merci beaucoup. À qui est-ce que tu passerais le micro pour un prochain épisode ? Ça peut être une ou plusieurs personnes. Alors, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde que j'ai déjà entendu citer. Typiquement, Léa Hernandez de CROAF sur l'anxiété de séparation, qui fait un super travail aussi en réactivité. Il y a toute l'équipe d'Eduzen aussi, qui sont déjà un peu passés dans ton podcast, mais je pense à Aurore de Ostéo pour Chiens, donc qui est une ostéopathe qui est aussi une compétitrice en agility. Je crois qu'elle a été au championnat d'Europe là, il n'y a pas si longtemps. Et qui fait un super travail de vulgarisation et de montrer l'importance du suivi de son chien, parce qu'elle fait la partie ostéo, mais aussi un peu kiné avec justement le renforcement musculaire, la proprioception, etc. Okay. Dans les autres d'Eduzen, justement, il y a aussi Céline de Doglight, qui est une photographe qui fait des photos superbes et des vidéos très très touchantes que je vous recommande d'aller regarder sur son blog. Et puis, en sport canin, il y a Yannick Toulon qui fait du frisbee, qui est quand même la référence en frisbee en France et qui a une approche du chien super chouette qui, moi, me correspond totalement et dans laquelle je me retrouve bien. Donc voilà, ça fait déjà un bon petit panel, je pense. Yes. Ça marche, merci beaucoup. Top, merci pour tous ces conseils et ces bonnes vibes là-dessus. Où est-ce qu'on peut rediriger les auditeurs qui souhaiteraient suivre ton travail et te découvrir peut-être s'ils ne te connaissent pas encore ? Eh bien, donc il y a mon Instagram, Lumos Training. Dans le lien de la bio, vous avez un petit peu accès à tous les canaux sur lesquels on peut me retrouver. J'ai une page Facebook, pareil, Lumos Training, mais j'ai aussi un groupe Facebook qui est gratuit, qui s'appelle Lumos Trainer Journée, où je partage vraiment gratuitement ce que je fais avec mes chiens. Je fais des lives aussi sur des thématiques dans lesquelles je pense avoir une expertise. Donc on ne va pas parler de modification comportementale, d'agressivité et tout ça, plutôt de marche en laisse, rappel, de chiots, foyer multi-chien, etc. Et puis autrement, là il y a mon site internet qui est un peu en refonte parce qu'il y a plein de nouveautés qui vont arriver en septembre, dont un très gros projet en collaboration avec d'autres professionnels pour aider justement d'autres professionnels et aussi des passionnés. Donc ça sera sur Lumos Academy normalement, mais donc c'est que plus tard, quoi. Voilà. Ok, très bien. Et merci beaucoup Amélie pour cette discussion. J'aimerais trop qu'on continue encore plein d'heures, mais on ne peut pas. Donc merci beaucoup pour toutes ces infos, tous ces conseils. Et merci encore pour cette super formation qui me change grandement la vie, en tout cas professionnellement. Merci à toi, Claire, pour ta confiance et ton invitation. C'était super. J'ai passé un trop bon moment. Trop cool. Merci beaucoup, Amélie. À bientôt. Salut.
Merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Amélie et de l'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @lumostraining et @lanicheaventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien en région lyonnaise ou à distance, n'hésitez pas à visiter mon site, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!